ravi de vous accueillir ce matin. Je me présente Pierre-Yves Legrand, directeur de Novabuild, et puis dans quelques secondes, vous découvrirez aussi Lydia Zerouki, directrice de la Smart Building Alliance. On a conçu cet événement ensemble il y a quelques semaines. Voilà, on va faire ça en duo. À la présentation, on est vraiment ravis de vous accueillir. Alors, à Novabuild, la question de la sobriété, on sera une sorte de fil rouge dans l'année. Hein, tout le monde ne parle plus que de sobriété. Et donc, on s'est dit, pour un événement commun, qu'on allait ensemble parler de sobriété. On a fait un événement sur la sobriété en Vendée, avec une centaine de chefs d'entreprise. Et c'était d'une façon un peu plus globale. On a essayé d'aborder la sobriété sous tous ses axes. Et puis on s'est dit, là maintenant, on va rentrer dans des choses un peu plus pointues, détaillées. Et donc là, ce matin, c'est le numérique et la sobriété. Vous, à la Smart Building Alliance, c'est des sujets que vous avez commencé aussi à aborder sous l'angle de la sobriété. Effectivement, de toute façon, à la Smart Building Alliance, on existe depuis 10 ans et on a été très précurseurs sur le Smart Building. Et on a produit énormément de livres blancs, de livrets de vingtaine de pages, de méthodologies. Et finalement, cette sobriété, ça nous a permis de mettre en lumière tous ces travaux qui ont été réalisés depuis un certain temps. Alors, aujourd'hui, un petit peu le leitmotiv de la matinée, parce que quand on parle sobriété et bâtiment, on a beaucoup de choses à raconter. Et on va essayer de faire des échanges avec vous. Mais c'est pas toujours du positif. On a plein de retours d'expérience. Et j'avais envie de dire un peu le leitmotiv de ce matin, c'est on se dit tout. On a dit c'est le combo gagnant, mais on aurait pu dire le thème d'aujourd'hui, c'est allez, on se dit tout. Et c'est des choses qu'on aime bien à Novabuild. Parfois, on se dit aussi les choses qui. Alors, il faut se dire les choses qui vont bien, ça fait du bien. Hein, il faut un peu se donner du moral. Puis aussi les choses qui sont un peu plus compliquées. Donc, ça va être le thème de cette journée. On va tout de suite donner la parole à Roland Marion pour faire l'introduction. Lydia, tu nous diras quelques mots de la Smart Building Alliance. Ensuite, on aura les cas d'usage et retours d'expérience un peu décapants par Capteleco qui joue le jeu du on se dit tout. Et puis, à peu près à 10h, on démarre une table ronde avec vraiment tous les regards. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on aime bien à Novabuild, c'est ce 360. Vous allez avoir des acteurs qui ont un regard différent par leur propre activité sur le numérique dans le bâtiment. Et on va pouvoir ensuite débattre. Donc c'est une matinée d'échange. Et pour commencer, je vais tout de suite donner la parole à Roland Marion, conseiller régional des Pays de la Loire, sur la question de la sobriété énergétique. En Pays de la Loire, alors d'abord, je suis très heureux que vous ayez accepté cette présentation. En fait, on n'a pas suffisamment, on vous invite pas suffisamment souvent à Novabuild. Et je trouve que c'est chouette que vous ayez accepté aujourd'hui d'être ici, notamment parce qu'il y a un lien très fort avec la politique publique de la région. Cette question de la sobriété a été prise d'arrache-pied par la présidente de la région dès cette crise de l'énergie qui a révélé une politique publique ancienne, structurée. Et donc c'est ça que j'ai envie que vous nous racontiez. Oui, merci beaucoup Pierre-Yves, bonjour à tous et merci beaucoup à Novabuild de m'avoir invité, vous le savez ou pas, hein, mais Novabuild fait partie de nos partenariats importants en région Pays de la Loire, en particulier sur la question du bâtiment, et je veux saluer aussi nos autres SBA et Capteleco qui nous invitent aujourd'hui pour cette demi-journée importante. On a un document très structurant en Pays de la Loire qui s'appelle le SRADET. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais si un jour on trouve celui qui a inventé ce mot-là, il faudra peut-être le mettre dans un coin et lui demander de changer de métier. SRADET, c'est le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Et c'est le document qui trace, dans chacune des régions de France, à l'horizon 2050, sur les grands enjeux environnementaux, les objectifs qu'il va falloir qu'on atteigne. Et dans ces objectifs, on a au moins deux choses qui sont particulièrement structurantes pour la raison qui les occupe aujourd'hui. C'est premièrement d'être une région énergie positive à l'horizon 2050, et deuxièmement, d'être une région complètement neutre en carbone. Donc,
c'est un sujet pour nous qui va être un tout petit peu plus compliqué que dans d'autres régions de France, pour une raison dont on est très fier, mais qui va quand même nous embêter un peu, qui est le fait qu'on est aujourd'hui 3 600 000 personnes en Pays de la Loire, et on va accueillir à l'horizon de l'échéance du SRADET à peu près 800 000 personnes, et donc on va être beaucoup plus nombreux. Il va falloir qu'on arrive à atteindre ces objectifs en accueillant aussi une population de plus en plus nombreuse, qui posera d'autres questions qu'on aura sans doute l'occasion d'aborder ensemble, Pierre-Yves, qui est la question du ZAN, le zéro artificialisation nette. Comment est-ce qu'on fait pour tendre vers zéro artificialisation nette à l'horizon 2050, alors qu'on va devoir accueillir beaucoup de gens sur notre territoire, et ça c'est une bonne chose. C'est la raison pour laquelle aussi, si vous n'êtes pas au courant, on a demandé au gouvernement de réviser l'objectif à 2030, qui était de faire moins 50% d'artificialisation nette, ce qui sera impossible à faire en région Pays de la Loire. Ce n'est pas un refus d'obstacle, c'est juste que l'obstacle est infranchissable en 2030, mais on le tend quand même, c'est un objectif aussi du SRADET pour 2050. Donc, ces deux grands objectifs sur la décarbonation, premièrement, mais je ne vais pas en parler beaucoup parce que c'est très lié évidemment à l'énergie, mais ce n'est pas complètement le cœur de mes journées d'aujourd'hui. Sur la décarbonation, il va falloir développer énormément d'énergie, évidemment renouvelable. Et on a notre premier parc éolien offshore de France en Pays de la Loire, et on a candidaté vers un deuxième parc éolien offshore, et on aura un troisième parc éolien offshore. Il y a aussi beaucoup de photovoltaïques qui accueillent aujourd'hui une très forte appréhension, une très forte demande en région Pays de la Loire, en fait, partout en France, et je le regrette. Je le regrette parce que c'est lié à la crise énergétique, qui est liée à la guerre en Ukraine, et ça veut dire qu'il faut qu'on ait des bouleversements géopolitiques absolument fondamentaux pour qu'on se dise, désormais, il faut y aller véritablement. Et je regrette aussi les messages qu'on entend, il faut passer l'hiver. Il ne faut pas passer l'hiver, il faut passer les 30 et les 50 prochaines années. Voilà. Donc, saisissons-nous quand même de cette difficulté pour en faire quelque chose de marquant dans notre région sur la question de la décarbonation. Mais elle passera aussi, parce qu'il n'y a pas d'autre réalité physique en termes d'énergie, elle passera aussi par du nucléaire, et nous on l'assume en Pays de la Loire, et peut-être qu'on aura sur la région du Pays de la Loire l'occasion de développer aussi du nucléaire, parce que la question de la décarbonation passera aussi chez nous par le nucléaire. Maintenant sur l'énergie. Donc l'énergie est une région énergie positive, ça veut dire beaucoup de choses, mais ça va vous impliquer, vous particulièrement, parce que dans les grands enjeux énergétiques, on en a deux, mais principalement un, qui est celui du bâtiment. Le bâtiment est contributeur à pratiquement 50% de la consommation énergétique en Pays de la Loire. Et donc, le deuxième, c'est le transport, mais un peu moins. Et donc, la question du bâtiment est une question sur laquelle on va, dans ces objectifs de SRADET, en quelque sorte, arc-bouter un grand nombre de nos politiques publiques. Ça passe par tout un tas de dispositifs que je ne détaillerai pas, mais je sais que Novabuild et Pierre-Yves pourront vous en donner beaucoup plus de détails, des programmes de rénovation énergétique, les fameux AREP, je rappelle 4 millions d'euros pour un forfait de 1 000 € pour les foyers les plus modestes, pour qu'ils puissent aller vers la modification de leur mix énergétique, et puis ce fameux bazar qui est le programme SAR ou France Rénov ou PTRE, je ne sais pas comment vous appelez ça, qui est terriblement complexe, qui est piloté n'importe comment par l'État, mais qui permet quand même de mettre 24 millions d'euros. C'est tout aujourd'hui. Hein. Non, mais c'était. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit. Mais c'est piloté n'importe comment, parce que c'est pas des questions pour la fin 2023, cette question-là. Et le programme SAR s'arrête en fin 2023, et aujourd'hui, on est pratiquement en février. On ne sait pas ce que deviendra ce programme SAR en 2023, qui est financé à 50% pour les certificats d'économie énergie, à 50% par chacun des établissements publics de coopération intercommunale qui s'engagent dans la démarche, et par 50% par la région, ce qui représente quand même 6 millions d'euros d'engagement financier de la région sur le programme de rénovation énergétique, le programme France Rénov ou le programme SAR. Voilà. Mais si on ne donne pas de visibilité à ces sujets-là à l'horizon des 10, 15, 30, 40 prochaines années, ben, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc c'est pour ça que je me permets de dire que c'est piloté n'importe, même si c'est un programme qui doit favoriser la rénovation énergétique des bâtiments. On vise 36 000 rénovations énergétiques par an, jusqu'à 2050, ce qui devrait nous amener à 1 million de logements rénovés à l'horizon 2050, et malgré la question démographique que j'ai évoquée tout à l'heure, qui devrait nous permettre d'atteindre les objectifs, qui nous permettront d'atteindre l'objectif de modification du mix énergétique et de décarbonation. Mais ces grands projets-là, ces grands enjeux financiers, ces grands enjeux techniques, ils ne doivent pas non plus occulter tout ce qui doit se faire à côté, c'est-à-dire tout ce qui marque aujourd'hui
l'avenir, en particulier sur les réseaux intelligents sur lesquels je crois beaucoup. On a d'autres programmes, par exemple le programme SMILE sur l'interconnexion des réseaux électriques, qui permettent par l'intelligence de réguler l'énergie. Et j'ai toute confiance en l'Alliance pour un bâtiment intelligent, parce que j'ai toute confiance à nos mobilités, donc j'ai toute confiance en cette alliance, pour nous accompagner à atteindre ces objectifs importants et extrêmement ambitieux. Je vous redis que je compte vraiment sur vous, et je sais pouvoir compter sur vous pour atteindre ces objectifs. Et la contrepartie, c'est que vous pouvez compter sur la région pour vous accompagner dans vos développements. Merci beaucoup, Roland Marion. Si vous voulez bien applaudir. Alors, juste avant de te donner un tout petit mot, parce que je me rends compte que je n'ai pas présenté Novabit, et donc on va vous présenter un peu le combo gagnant de la matinée. Bon, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on se positionne aujourd'hui comme apporteur de solutions et apporteur de solutions sur les questions du vivant. Les questions qui sont d'aujourd'hui, c'est les questions qui nous aident à préparer, Roland Marion le disait à l'instant, à préparer l'échéance à double clapet. L'échéance 2030 d'un côté, c'est celle qu'on peut voir, hein, parce qu'il ne reste plus que 7 ans pour 2030, et on a 2-3 petits trucs à faire, notamment diviser par 2 notre poids carbone, mais aussi commencer à établir une vraie stratégie sur la biodiversité et sur la préservation des ressources. Et puis il y a l'horizon 2050 qui va arriver très vite, si on veut, comme vous l'annoncez, une région neutre en carbone et un pays neutre en carbone. C'est un engagement que la France a pris à la COP21. Ben, le bâtiment, l'aménagement, l'immobilier ont plus que leur part à jouer, puisque nous pesons, allez, quand on est optimiste, on dit on pèse 30%, mais si on compte les mobilités, parce que l'aménagement, il n'y a pas de bâtiment sans lien de mobilité, on pèse entre 30 et 50% du problème, et donc on est aussi, si on se regarde du point de vue des collectivités, on est aussi pour vous un levier à 30 à 50% pour agir, et donc c'est un peu les objectifs qu'on s'est donnés à Novabit. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a bâti des partenariats avec des organismes nationaux qui vont nous aider à concourir à cette stratégie-là. Et donc, Lydia, quelques mots sur la Smart Building Alliance. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Donc, la Smart Buildings Alliance, hein, comme je le disais, existe depuis 10 ans. Son objectif, c'est de promouvoir le numérique dans le bâti pour favoriser la transition énergétique et environnementale. C'est près de 450 membres qui représentent à peu près toute la chaîne de valeur du bâtiment. Hein. Bien entendu, il y a la MOA, les installateurs, les intégrateurs, les bureaux d'études, des énergéticiens, mais aussi des écoles, des universités, des organisations professionnelles, des pôles de compétitivité, des collectivités locales. Enfin, vous l'avez compris, hein, c'est assez vaste. Et la SBA repose sur 3 piliers. Donc son pilier historique, hein, c'est le Smart Building, c'est-à-dire le bâtiment tertiaire. Et puis, il y a 3 ans, on a fusionné avec la Fédération française de domotique. Donc maintenant, on a un pilier Smart Home qui est tout à fait légitime et qui est présidé par François-Xavier Geland, qui est l'ancien président de la FFD. Et on a un dernier. Et qu'on connaît bien en région. Oui, parce tout à fait. Implanté sur notre territoire, entre la Bretagne et les Pays de la Loire. Exactement. Et on a un pilier Smart City qui, lui, a été repris par Isabelle Maté de chez Orange et qui va prendre une orientation assez ciblée sur l'inclusion des données bâtimentaires par le territoire. Voilà. Sinon, comment on fonctionne? Alors, nos membres cotisent, on vit quasi exclusivement des cotisations de nos membres, et à partir de là, ils peuvent participer à des groupes de travail qui produisent des livres blancs, des méthodologies, des petits livrets d'une vingtaine de pages, et tout ça, ça vient alimenter un cadre de référence qui s'appelle Ready to Service. Alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler, puisque ce cadre de référence est ensuite transformé en label, à la fois pour le bâtiment tertiaire et le bâtiment résidentiel. Donc c'est le fameux R2S dont on va parler tout à l'heure. Et autant vous le dire tout de suite, quand ils vont dire R2S, je ne les reprendrai pas, même je vais faire attention aux acronymes, mais R2S, voilà, Ready to Service, maintenant voilà, vous avez ce mot-là en tête, et si vous voulez en savoir plus, mais je pense que c'est sur les coordonnées de la Smart Building qu'on peut en savoir plus. Merci. N'hésitez pas à me contacter, je vais juste dire
deux petits mots sur le R2S. Donc le R2S, comme son nom l'indique, ça permet d'accéder à tout un tas de services, à la fois pour l'occupant, qui va pouvoir régler sa température, sa luminosité, la qualité de l'air, mais aussi pour la personne qui va exploiter le bâtiment, puisqu'elle va pouvoir régler gérer les espaces, bien maîtriser son énergie, etc. Voilà, donc on est présent en région. Aujourd'hui, on est ravis de pouvoir lancer la SBAP de la Loire avec Novabuild. Donc voilà, je laisse la parole à la personne suivante. Merci beaucoup Lydia, si vous voulez bien l'applaudir. Je vais te donner la serpette. Et l'autre. Installez-vous sur la petite table qui est là-bas, si tu veux bien. Allez. Ok, ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Donc Antoine Barthaud, de la société Cap Téléco. Donc effectivement, on va vous présenter Antoine Barthaud et Adrien Boxel, de la société Cap Téléco. Donc, alors il y avait une slide juste avant, donc c'est pas grave. On va très rapidement présenter Cap Téléco. Donc avant de présenter cette table ronde, notre objectif, nous, c'est de dresser un portrait et un décor du numérique dans le bâtiment, en parlant à la fois de généralité, mais aussi de retour d'expérience. Donc, Cap Téléco, pour parler de Cap Téléco, donc nous sommes experts en smart building et nous accompagnons les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre sur toutes les problématiques du numérique dans le bâtiment. Et surtout, on est là pour apporter des solutions opérationnelles pour le numérique et le smart building. Vous êtes adhérent à la SBA? Alors, on est adhérent à Novabuild et par convention à la SBA. Et on a le plaisir et l'honneur de démarrer un groupe de travail pour déployer effectivement la SBA en Pays de la Loire, démarrer un groupe de travail sur l'usage donc des labels et du smart building pour alimenter effectivement le contexte réglementaire, normatif et bien entendu alimenter surtout la sobriété et travailler sur la sobriété numérique et sobriété d'ensemble des bâtiments. Alors, moi je vais avoir le beau rôle parce que je vais parler beaucoup de théorie. Donc pour parler du numérique, de quoi parle-t-on? Alors je ne vais pas paraphraser, je vous rassure, je ne vais pas prendre point par point tout ce qui est écrit dans le slide, donc plutôt dans l'idée, c'est de dire que le numérique est partout en fait dans le bâtiment. Il est en phase de conception, de réalisation, d'exploitation des bâtiments. Le numérique, effectivement, ce sont des réseaux informatiques, donc des réseaux terrain, des réseaux virtuels, cloud, etc. Et ce sont des systèmes terrain qui vont agir aussi au service de nouveaux usages dans le bâtiment, des usages qui sont nouveaux par l'apport justement d'énergie verte, par la redistribution de l'énergie, la meilleure gestion de l'énergie d'une manière générale, et puis des services et effectivement aux usagers du bâtiment, puisqu'il y a des nouvelles pratiques aussi dans le bâtiment qui font que le numérique y apporte sa pierre à l'édifice. Donc, quand on voit un petit peu toutes ces bulles, ces informations, ça fait beaucoup d'acteurs en fait qui gravitent autour de ces thématiques-là. La question, c'est comment on cadre en fait un peu ces problématiques du numérique dans le bâtiment. Il y a un contexte réglementaire donc, qui est à la fois prégnant et incitatif. Pour parler de l'obligation à proprement parler, il y a le décret BACS. Donc décret BACS, comme tout décret français qui porte un nom anglais, donc Building Automation and Control System. Merci. Et donc qui va imposer aux acteurs du bâtiment tertiaire de mettre en place des GTB, donc des systèmes de gestion technique de bâtiments, et qui vont poser de nouveaux standards sur l'usage effectivement des GTB pour éviter effectivement ou limiter les mauvaises habitudes et les mauvaises pratiques sur la GTB. Il y a d'autres réglementations qui sont incitatives. Donc on le voit dans le neuf avec la R2S, toujours dans le tertiaire pour le coup, mais dans la réhabilitation des bâtiments au travers du décret tertiaire. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont entendu parler, ou le dispositif éco-énergie tertiaire.
l'obligation des entreprises aussi d'afficher un volet environnemental dans leur politique RSE via la déclaration de performance extra-financière. Et donc sans numérique, effectivement, on ne peut pas arriver à mesurer, à calculer les consommations, à mesurer, et donc à alimenter toutes ces thématiques qui sont strictement réglementaires et sur lesquelles le numérique va apporter effectivement beaucoup d'intérêt. Il y a également tout un écosystème entre guillemets de certification, de labels, de chartes. Je ne vais pas toutes les détailler, mais évidemment aujourd'hui on va surtout parler de la R2S, qui est une charte qui a été élaborée et qui est portée par la SBA pour cadrer effectivement le numérique et faire en sorte que on parte sur des bonnes directions, un bon usage effectivement du numérique dans le bâtiment pour la sobriété, mais aussi quand on parle de sobriété, c'est pas simplement le résultat final, c'est aussi dans la notion de conception du numérique dans le bâtiment. Enfin, moi, encore une fois, j'ai le beau rôle parce que je parle plutôt des impacts positifs du numérique. Donc pour rejoindre on va dire la thématique du jour, évidemment, on va parler de sobriété. Je dirais même plus, on va parler d'efficience énergétique. L'efficience énergétique, elle est réelle, elle est apportée par le numérique dans le bâtiment et elle est mesurée aujourd'hui. Alors évidemment, là, on a des fourchettes qui abordent les impacts du numérique sur les consommations énergétiques, mais on ne parle pas toujours que de consommation énergétique, on parle aussi de conception, et l'idée du numérique aussi, c'est de pouvoir capitaliser sur les retours d'expérience pour avoir une réelle démarche itérative sur tous les projets de construction, de réhabilitation, et donc d'être de plus en plus sobre sur toute la chaîne et le cycle de vie des bâtiments, et Adrien vous en parlera un petit peu plus loin. Donc c'est pas que de la sobriété, le numérique c'est pas que de la sobriété, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de pouvoir apporter un meilleur, pour synthétiser, on parle d'impact sociétal, mais c'est d'apporter une vraie qualité d'usage du bâtiment. Donc ce bâtiment-là, il va vivre avec ses usagers, et donc forcément, donc on va pouvoir, avec le numérique, apporter de services qu'on ne connaissait pas par le passé, de pouvoir utiliser et pas surtout partager des services dans le bâtiment. Le numérique va aussi apporter va être facilitateur pour la gestion, et donc la gestion du bâtiment, donc par le biais des carnets numériques d'entretien. Et donc tout ça, c'est au service, encore une fois, de la pérennité du bâtiment, de la gestion du bâtiment, et donc de la pérennité également des systèmes du bâtiment. Donc, je suis désolé, j'étais assez synthétique, on a très peu de temps pour déployer, mais ça va être tout l'objet évidemment un peu de lancer ces sujets-là et ensuite d'alimenter ce témoignage sur le numérique par des cas d'usage. Et donc je laisse la main à Adrien. Maintenant un peu dans la vraie vie, c'est ça, derrière les retours d'usage. L'idée, on a tous vu quels pouvaient être les impacts positifs, comment on pouvait améliorer la mise en place du numérique. Mais actuellement, comment ça se passe dans la vraie vie? Comment ça se passe quand on souhaite ou qu'on a la volonté de mettre en place un système de numérique dans le bâtiment? L'idée, c'est que pour pouvoir un peu parler de cela, je trouvais que c'était intéressant de parler du cycle de vie d'un bâtiment. Quand on parle du cycle de vie d'un bâtiment, on va parler de la conception, jusqu'à la démolition du bâtiment, en passant par différentes étapes: l'extraction, la fabrication, le transport, la mise en œuvre, l'exploitation, la rénovation, et j'y tiens, cette partie rénovation avant démolition. Mais aujourd'hui, pour parler de tout ce qui pourrait mal se passer, je ne vais pas pouvoir parler de toutes les étapes, je n'ai pas assez de temps. Désolé. L'idée, c'est que je me suis concentré sur 4 grandes étapes qui vont de la conception, de la mise en œuvre, l'exploitation et la rénovation. On veut mettre en place du numérique dans le bâtiment, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? J'en ai listé que quelques-unes. Je n'ai pas la volonté d'être exhaustif, vous aurez forcément d'autres exemples que les miens, et c'est l'objet du débat et l'objet de la discussion. Moi, je vais juste relever quelques problématiques que Cap Téléco a pu, on va dire, voir au sein de nos différents projets et au sein de ce qu'on a pu entendre, on va dire. Et comme je disais, je ne souhaite pas être exhaustif.
La première étape, c'est qu'en fait, les différents acteurs, que ce soit les propriétaires, les fabricants, les archis, les maîtres d'œuvre et les éditeurs, ne prennent pas en compte le numérique dès le démarrage des projets. Alors, j'ai dit, c'est pas une généralité, ça, on a réalisé avec la Téléco différents projets où on était en amont, mais c'est quand même extrêmement rare. Et qu'est-ce que ça peut provoquer, ce genre de non prise en compte? Moi, je vais vous parler juste d'un site, il y a quelques années maintenant, dans le sud de la France, où, dans le cahier des charges initial, il y avait marqué « Je souhaiterais, la collectivité souhaiterait avoir une GTB », avec un paragraphe, sur un CSTP de 300 pages. Il y avait un paragraphe. Alors, la volonté était là. Qu'est-ce qui s'est passé? L'entreprise qui a gagné le marché a été au minimum. Et un bâtiment de 10 000 m² s'est retrouvé avec une box domotique. Je dis bien une box domotique pour les particuliers. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas dans le temps, ça ne marche pas en exploitation, ça ne marchait même pas dès le départ. Il a fallu tout remplacer, ça a coûté plus cher. Ce n'était pas performant non plus. Où elle est la sobriété? Elle n'y est pas. Alors à qui la faute? La faute, elle est à la non prise en compte par le propriétaire, à la non-technicité du maître d'œuvre et de l'archi, et puis on va dire, à l'entreprise générale qui a réalisé, qui a été au minima et qui n'a pas été dans son rôle de conseil. Mais je pourrais parler également... Ça va faire mal, là, en fait. Vous allez on va y avoir droit à tous les coups. Ouais. Mais l'idée, c'est que je vais aller vite parce qu'on n'a pas tant de temps que ça. C'est pour ça. Donc, ça va passer mieux. Alors, je le dis pour ceux qui sont venus pour avoir des réponses positives. La table ronde va nous dire comment on fait pour pas tomber dans tous ces écueils-là. L'idée, elle est là. Après, c'est des choses qui existent vraiment. On va parler de GTB, on va parler d'EMS, d'Energy Management System. Ça m'est arrivé d'avoir des besoins clients exprimés avec des demandes de pas de temps, par exemple pour de la relève, inférieure à la minute. Pourquoi? Parce que dans le besoin final, l'idée c'était de se dire, je vais pouvoir, quand je vais sortir de mon bureau, voir que j'ai éteint ma lumière. Alors, techniquement, c'est impossible, parce que ça surcharge le réseau, ça nécessite des systèmes derrière qui sont dimensionnés, ça nécessite énormément de ressources pour un besoin qui est proche du nul. Donc c'est tout ça pour dire qu'il y a vraiment un besoin initial. L'architecture numérique, que ce soit pour du comptage, pour de la GTB, pour la régulation, doit partir du besoin. Et le besoin doit être exprimé par des spécialistes pour pouvoir justement mettre en place des systèmes performants, exploitables et maintenables. Je ne serai pas forcément aussi long sur chaque point. Mais l'idée, c'est qu'un autre point qu'on voit très souvent, c'est l'éclatement de tout le système numérique dans les différents lots lors de la conception. Une partie dans le lot électricité, une partie dans le lot CVC, et que sais-je, dans d'autres lots, SSI ou autres. Et on se retrouve avec un système numérique qui n'est pas vu comme une architecture globale pour le bâtiment ou pour l'ensemble de bâtiments. Et qu'est-ce que ça provoque? Un exemple très précis. Un site tertiaire avec une partie de la GTB, alors je vais dire GTB mais je vais finir par GTC, gestion technique centralisée. Pour la différence, c'est que la GTB c'est pour l'intégralité du bâtiment, la GTC c'est pour un usage, donc électricité, CVC ou un autre usage. Eh bien on se retrouve, encore maintenant, avec des bâtiments avec deux systèmes. Parce qu'il y avait une déclaration dans le lot électricité, une définition dans le lot électricité, une définition dans le lot CVC. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pas de concertation lors de la mise en œuvre. Peut-être un manquement de la part du maître d'œuvre, de l'archi, du propriétaire, des entreprises, je ne sais pas, mais en tout cas on se retrouve avec deux systèmes différents, donc deux formations, deux exploitations, deux maintenances, et donc pas de relation entre les deux systèmes. La sobriété n'y est pas vraiment non plus, en termes de sobriété carbone, mais sobriété énergétique aussi, puisqu'on n'arrive pas à la performance optimale du bâtiment. Et je vais passer les deux derniers points sur cette partie-là, sur ce retour d'expérience un peu plus rapidement, sur le développement notamment des systèmes qui ne prennent pas forcément en compte la durée de vie globale de l'architecture. Je vais parler très rapidement, mais toujours pareil, des serveurs moquettes. Alors moi, ce que j'appelle un serveur moquette, c'est quand c'est le serveur qui gère tout le bâtiment, qui est posé dans le local ménage, et avec un écran au-dessus, et puis il faut que quelqu'un vienne pour l'utiliser. Bon, au bout de quelques années, la formation, elle n'y est plus, hein, plus personne ne sait l'utiliser. Le serveur, physiquement, a une durée de vie de 5 ans. Une GTB, ce serait plus proche des 10-15 ans. Et on se retrouve avec un système qui n'est plus opérationnel au bout de 5 ans. Et pourquoi moquette?
Parce qu'il est posé sur la moquette. C'est le serveur moquette qui prend la poussière. Et l'idée, c'est qu'alors qu'il existe des solutions SaaS, il existe des capacités, des services informatiques à supporter ces systèmes au sein de services, de serveurs, de services informatiques qui permettraient d'éviter ça. Et également, d'un point de vue éditeur, tout le monde a vécu ça, en tout cas tout le monde dans le domaine a vécu ça, un système inopérationnel parce qu'on change le PC, l'OS, donc l'operating system, le Windows a changé, le logiciel est plus compatible avec le nouvel OS, on est obligé de tout enlever. Pourquoi? Parce que l'éditeur ou le fabricant n'a pas mis à jour son système sur le nouvel OS. Et ça, tout le monde l'a vécu. Alors qu'il suffirait de le mettre à jour. Et on garderait tout. Et on pourrait garder une durée de vie beaucoup plus longue sur les systèmes. Et enfin, je finirai par la non prise en compte en général dans les CCTP par les fabricants du cycle de vie global des systèmes. On a très rarement, en tout cas c'est très rarement exprimé comme un critère d'où viennent les systèmes, combien ils consomment, combien ils viennent rajouter à la consommation globale du bâtiment. Et ça, je pense que ça pourrait être très facilement mis en place. Il te reste un peu moins de 5 minutes. Ouais. Alors, je vais aller plus vite. Sur la partie mise en œuvre, bon, je vais aller très vite là-dessus. Tout le monde les connaît, le non-respect des cahiers des charges. Oui, ça existe. Un cahier des charges peut être très bien décrit et la faisabilité ne l'est pas faite. Pourquoi? Parce qu'on a très souvent sur les systèmes du numérique du bâtiment, du fait de l'allotissement, des niveaux de sous-traitance. Un niveau, 2 niveaux, parfois 3 niveaux de sous-traitance. Ce qui fait que si on additionne ça avec la non-spécificité technique des maîtres d'œuvre et des propriétaires, on n'a pas de suivi. Les entreprises mettent ce qu'elles veulent. À la fin, on recette pourquoi? C'est une recette partielle, parce que c'est un système qui est quand même extrêmement spécifique. Les bureaux d'études, les architectes ne sont pas forcément sachants sur ces domaines-là. Ils voient qu'il y a bien un système. Le système est là, c'est bon, mais aucun test n'est mis en place. Ça donne des GTB non fonctionnels, ça donne des compteurs HS mal étalonnés au bout de 6 mois alors que le bâtiment est neuf. Ça donne pas de formation des exploitants, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas utiliser le système. Et ça donne parfois, et je l'ai vécu il y a encore très peu de temps chez Cap Téléco, carrément pas de mot de passe. Au bout d'1 an, l'exploitant n'avait pas le mot de passe du système. Le système tournait en boucle avec aucun planning, aucun compteur qui fonctionne, et donc un système qui était plus un système global du bâtiment avec un système numérique performant, mais qui était plus consommateur que sans. Le consommateur que Sans système. Ah oui. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu de On n'a système. vraiment rien gagné. Oui. Ah non, c'est l'inverse, on a perdu. Voilà. Pardon. Et ça, pour moi, c'est vraiment lié à un non-respect des cahiers des charges et à une recette mal effectuée. Si on part sur l'exploitation, parce que c'est un gros morceau aussi, ça, on va aller aussi assez rapidement. Moi, j'ai vécu, il y a très peu de temps, il y a 2 mois, des audits de sites tertiaires sur Rennes, Angers, alors que les sites, les exploitants, aucun exploitant n'avait été formé, alors que les sites avaient été recités, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, en globalité, mais aucune formation. Et enfin, il n'y avait rien, en fait. Il n'y avait aucune compétence sur les sites pour utiliser les systèmes. Ce qui fait que ces systèmes étaient inutiles, tout simplement, voire surconsommateurs. Si on part sur l'absence de maintenance, c'est pareil. Quand je parle de maintenance, c'est pas resserrer les borniers hein, sur les fils. Ça, c'est fait généralement. Mais ce qu'on remarque, c'est que ces systèmes de numérique ont besoin d'être optimisés, ont besoin d'être suivis dans le temps pour améliorer, pour pouvoir garder les systèmes en place, aussi bien d'un point de vue physique que d'un point de vue logiciel. Et ça, c'est très rarement fait. Heureusement, le décret BACS va imposer justement de la maintenance annuelle, mais jusqu'à maintenant, sur ces systèmes de GTB, on avait très rarement des sachants pour pouvoir maintenir et exploiter les systèmes. Ça donne sur un site à La Roche-sur-Yon, un site tertiaire avec aucune maintenance pendant 5 ans, des systèmes qui sont complètement opérationnels, alors qu'il suffisait d'une mise à jour, qui aurait pu être faite dans les 2 mois où c'était vu. Sur l'absence de mise à jour, mise à jour payante correspondant à un renouvellement, on retourne sur les systèmes, c'est hyper courant, c'est-à-dire qu'en fait, certains logiciels sont arrêtés d'un coup, remplacés par une nouvelle version parce qu'elle a changé de nom, mais c'est la même chose qu'avant, sauf qu'en fait on a complètement changé, on n'a rien changé, la fonctionnalité est la même, mais il n'est plus mis à jour. Donc au bout de 2 ans, il va mourir tranquillement, alors qu'il aurait suffi de le maintenir pour qu'il fonctionne, et on se retrouve avec des sites qui fonctionnent 5 ans, alors qu'ils pourraient fonctionner 10 ans, 15 ans, avec une
un suivi logiciel de ces systèmes. Et je passerai juste 30 secondes sur le cas spécifique des exploitations externalisées. Je pense que M. Poirier en parlera plus que moi, pour avoir travaillé beaucoup avec des bailleurs sociaux. L'idée, c'est que souvent, très souvent en tout cas, les exploitations sont externalisées, ce qui fait que les exploitants mettent leur système de GTB qui remonte sur leur superviseur. Ils ont un contrat de 4-5 ans. Au bout de 4-5 ans, ils s'en vont, les systèmes sont inopérationnels. Il faut tout changer par le nouvel exploitant. La sobriété, il n'y est pas vraiment. Et je ne parle même pas de l'usage fonctionnel des systèmes. C'est-à-dire que le propriétaire perd toute visibilité sur ses consommations, toute capacité à modifier lui-même ses systèmes, parce qu'il a entièrement externalisé la problématique. Alors à qui la faute? Aux exploitants, et puis peut-être un petit peu aux propriétaires, qui auraient peut-être dû s'organiser avec un système un peu plus intégré. Mais pour ça, il faut aussi des compétences en interne, chez les propriétaires, chez les bailleurs, il faut aussi des compétences en interne qui n'ont pas forcément toujours. Alors, on arrive à la fin. Et je finirai sur le retour d'expérience sur la rénovation. On va retrouver toute la même problématique que pour la conception, hein, parce qu'une rénovation, ce n'est rien d'autre que... c'est un peu la même logique que pour une installation neuve au niveau du numérique dans le bâtiment. Et il y a forcément toujours un manque de prise en compte du sujet par les différents acteurs, par les propriétaires, par les maîtrises d'œuvre, les bureaux d'études. Et je finirai juste sur le renouvellement au lieu de la mise à jour. Ça, c'est un sujet qui m'importe beaucoup, que ça soit pour la mise en place d'un Energy Management System ou d'une GTB. Il y a très souvent des alternatives au renouvellement. J'ai un cas, Captéléco a un cas sur Nantes, où en fait, le maître d'ouvrage ne connaissait pas énormément sur ces sujets-là, se retrouve avec 3 devis à 150 000 € pour un remplacement global, alors qu'en fait, il y avait une capacité à modifier les systèmes moins en profondeur pour apporter de l'usage, pour apporter une amélioration du système et surtout un système fonctionnel pour à peine un tiers du prix. Et la solution technique existait, sauf qu'en fait, ce n'est pas un intérêt pour les intégrateurs, pour les fabricants, pour les électriciens, pour les plombiers d'amener ces solutions-là. Et donc, ils préfèrent faire un renouvellement global. Et sur un EMS, sur un Energy Management System, j'ai exactement la même problématique. Un client qui souhaite mettre en place un système de comptage sur des magasins, 20 magasins exactement. Après visite des magasins, pas la moitié, 30% étaient déjà équipés. Mais ils avaient oublié. Donc il y avait déjà les compteurs, il y avait déjà l'EMS, il y avait déjà tout ce qu'il faut, mais en fait il n'y avait pas de suivi de la part du propriétaire de ces systèmes. L'idée, c'est que si on veut être sobre, il ne faut pas proposer directement un renouvellement global, il faut étudier d'autres solutions qui permettent justement d'avoir une sobriété carbone derrière, qui peut être améliorée dans nos systèmes. Voilà, c'est tout pour moi, j'ai un peu dépassé, mais j'avais beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup. Alors, même si vous n'êtes pas content ou pas d'accord avec ce qui vient d'être dit, je vous demande de les applaudir. Donc, comme je vous dis, on se dit tout aujourd'hui. Donc, on a planté le décor sur quelques aspects, tout ce qu'il ne faut pas faire en gros. Mais maintenant, on va essayer de voir tout ce qu'il faut faire. Et je vous ai indiqué tout à l'heure qu'on allait avoir une pluralité de regards. Et je vais demander tout de suite à Prudence Sauter Régulation de venir nous rejoindre. Donc, c'est le jeu des chaises. Hein. Il y en a une de moins qu'il y a de personnes. Non, c'est pas vrai. Donc, installez-vous tranquillement là où vous avez envie. Prudence Sauter, donc vous avez ce regard plutôt de l'industriel. Et je vais demander maintenant à Nicolas Poirier, Angèle Loire Habitat, qui va avoir le regard du maître d'ouvrage plutôt sur le logement. Thierry Lebouc, Green Spector, sur le numérique. On a beaucoup parlé de numérique. Eh bien, vous serez aussi un peu notre grand témoin, si vous voulez bien. Et Solène Tardivel, Urban Practices, maître d'œuvre. Et puis Pierre Bastien, groupe Chessé, maître d'ouvrage, plutôt sur le tertiaire. Et je vais tout de suite vous demander de vous présenter Pierre Chessé. Pierre Bastien, carrément, je suis en train de vous attribuer l'ensemble du groupe. Pierre Bastien, si vous voulez bien vous présenter, puis je vais vous poser la première question. Alors, donc moi, Pierre Bastien, je travaille au sein du groupe Chessé. Donc, le groupe Chessé, on est une foncière spécialisée dans l'immobilier commercial. Et on travaille sur pas mal de sujets, notamment de sobriété, puisqu'on travaille sur la transformation écologique de l'entreprise, et notamment sur la réduction de nos consommations. Et
pas mal de sujets ont été abordés tout à l'heure, notamment le décret tertiaire qui a été un gros bout à traiter cette année et qui est encore à traiter quelques décennies. Et moi, je m'occupe de la partie programme immobilier au sein de ce groupe. J'aurais envie de commencer plutôt par les usages. On a compris, il y a plein de complexités, alors on a presque envie de faire demi-tour, quoi. Dire, on ne va pas y aller, ça a l'air d'être tellement compliqué. Donc redonnons-nous un peu de morale à la... Et faisons-nous plaisir merci. Ah, c'est vrai que j'ai plus la zapette. Je pense qu'il y en a encore une après. Merci beaucoup. Alors c'est vrai quand on parle sobriété. Pourquoi faire? En fait, un peu la question, c'est voilà, avant de la sobriété, pourquoi est-ce qu'on a besoin ou est-ce qu'on a envie d'introduire du numérique dans le bâtiment? On a besoin du numérique pour analyser aussi le parc, notre parc immobilier, et d'identifier d'où viennent les problèmes. Aujourd'hui, la première étape, c'est de pouvoir faire un état des lieux pour ensuite pouvoir mettre en place les bonnes solutions afin d'obtenir les réductions souhaitées. Oui, allez-y. Donc en fait, on a pris la décision de mettre en place, nous, un système de suivi des consommations énergétiques de nos locataires, ce qui va nous permettre d'analyser en fait notre parc et justement de pouvoir identifier où sont les vraies problématiques et de pouvoir trouver les bonnes solutions. Donc pour vous, au départ, vraiment, l'usage, c'est une meilleure connaissance. C'est une meilleure connaissance, oui, tout à fait. Alors, on a un autre maître d'ouvrage, plus dans le logement, et je sais que vous avez utilisé, vous avez été un des premiers en France à utiliser R2S dans le logement, et ça fait quand même quelques années que vous vous occupez de cette question du numérique dans le logement. Alors d'abord, si tu veux bien te présenter, et puis après nous dire quel usage et pour quelles raisons vous recourez au numérique dans le bâtiment. Bonjour à toutes et à tous, Nicolas Poirier, je suis directeur du patrimoine à Angers-Loire Habitat, donc l'Office public pour l'habitat de la ville d'Angers et son agglomération. Pour faire très vite, c'est à peu près 13 500 logements sur l'agglomération angevine, avec un parc immobilier bien sûr très important, exclusivement du collectif, donc avec beaucoup de chaufferies. C'était ça qui nous a amené au tout départ à équiper en GTB nos sites, hein. C'était pour avoir effectivement de la vision, de pouvoir maîtriser les charges de nos habitants, qui sont toujours effectivement notre leitmotiv actuel. Donc effectivement, on a poussé nous le numérique très tôt, à peu près une quinzaine d'années, par les premières installations, pour pouvoir piloter, gérer nos installations. Et on a abouti dernièrement avec effectivement la labellisation de notre première résidence en R2S, qui nous a permis aussi de professionnaliser, on va dire, toute la structure du numérique dans notre bâtiment. Si tu veux dire en un mot, un peu là on a entendu en un mot, c'était quelque chose d'assez fort, c'est mieux connaître le fonctionnement de nos bâtiments. Vous, quand vous installez ce type de système, qu'est-ce que vous allez chercher pour l'essentiel? Nous, c'est l'économie. L'économie. C'est la maîtrise. L'économie de consommation pour vos locataires. Bien sûr. C'est ça. Et comment est-ce que vous arrivez, on a entendu tout à l'heure qu'il y avait quelques petits soucis sur les cahiers des charges, à exprimer vos besoins, et j'ai surtout entendu qu'on peut exprimer un besoin, mais qu'il ne faut surtout pas que le professionnel le mette en œuvre tel quel. On a entendu quelque chose tout à l'heure où en fait le besoin du maître d'ouvrage qui n'est pas un spécialiste, ça va être un peu... il va falloir le transformer. Vous faites comment pour exprimer vos besoins et justement ces usages-là? Oui, c'est vrai que c'est un sujet très important, et je pense que le maître mot là-dessus, c'est d'être maître de sa stratégie. Il est très important pour la maîtrise d'ouvrage d'avoir la main, d'avoir la connaissance, d'abord sur le choix de son matériel, de où il veut aller. Et c'est vraiment ça sa stratégie, de dire qu'est-ce que je veux développer, comment je veux y arriver, quel matériel je vais utiliser pour pouvoir développer cette stratégie-là, comment je vais en animer la gestion, comment je vais en animer l'exploitation. Il faut surtout éviter de fermer les yeux et de se dire je vais me faire accompagner par un prestataire qui va tout faire à ma place. Et c'est là qu'on perd justement cette maîtrise, cette visibilité, ce contrôle. Rester pilote, quoi. Il faut rester maître de sa stratégie. Et pour exprimer le besoin,
Il faut travailler avec un maître d'œuvre, faire des allers-retours à un assistant maître d'ouvrage. Comment concrètement on s'y prend Bien sûr, il faut pour se qu'il n'y ait faire, pas un petit paragraphe sur les 300 pages? Bien sûr, il faut se faire accompagner. Alors, se faire accompagner, c'est avant tout monter en compétence. Encore une fois, je pense d'abord il faut monter en compétence en tant que maître d'ouvrage sur ces sujets du numérique. Ensuite, il faut se faire accompagner pour cette montée en compétence. Donc là, il y a des AMO qui existent, il y a des intégrateurs produits, il y a des fabricants qui nous accompagnent aussi sur toute cette technologie. On a le cadre de label aussi, qui vont venir nous encadrer, nous professionnaliser sur ces sujets-là. Donc bien sûr, on ne peut pas le faire tout seul, mais encore une fois, il faut garder le pilotage et les commandes de ces outils. Vous êtes Thierry Lebouc, de l'autre côté de la boucle, et quand vous avez un maître d'ouvrage qui va vous passer une commande, comment est-ce que vous l'aidez à imaginer le bénéfice attendu? Alors déjà, pour me présenter, donc Thierry Lebouc, je suis dirigeant et cofondateur de Inspector. On accompagne les entreprises à intégrer une démarche d'éco-conception des services numériques au sens large. Il y a du matériel et du logiciel. Et donc on va essayer de voir comment on peut les aider pour réduire l'impact environnemental, notamment en phase d'usage de tous ces services numériques. Comment on peut aider? Forcément, à prendre en compte le système numérique va avoir un impact, notamment dans la fabrication du matériel. Et contrairement aux idées reçues, pas forcément côté infrastructure centralisée, même si bien sûr on stocke de la donnée, on fait du traitement, mais surtout sur la partie déployée, tout ce qui est connecté, tout ce qui va être PC, mobile, etc. Mais Tout ça, ça consomme. Tout ça, ça consomme. Voilà, ça consomme. Et c'est là aussi où on va avoir du renouvellement de matériel un peu plus fréquent. Usure, casse, etc. Voilà, usure de batterie, etc. Donc en fait, oui. Mais la question, qui est valable chaque fois qu'on va recourir au numérique, comment se poser la question du bénéfice qu'on attend, ou pourquoi est-ce qu'on va recourir au numérique? Parfois on recourt au numérique pour chercher un label, pour répondre à un marché. Voilà, il y a un maître d'ouvrage qui lance un marché, et on sait que pour gagner, il faut mettre du numérique parce que ça fait plus moderne, ça fait plus. Vous, comment est-ce que vous allez aider les gens à essayer de chercher quelque chose d'autre que juste l'étincelle? Alors, déjà, le numérique, je crois que ça a déjà été dit, mais il faut bien qualifier le besoin. Est-ce qu'on a besoin d'un système numérique ou pas? Alors, la plupart du temps, on peut dire que le système numérique va nous apporter quelque chose dans la captation d'une donnée, dans un certain nombre d'informations qu'on va pouvoir collecter. Maintenant, il ne faut pas non plus se faire plaisir. Un système numérique, ça va avoir un impact. Donc, il faut bien jauger le bénéfice versus finalement le coût qu'il va avoir sur l'ensemble de son cycle de vie. Donc, attention à ne pas penser que le numérique est un bienfait absolu. Il va permettre d'aider, mais attention à ne pas se faire plaisir. Donc voilà, donc bien sizer le besoin au regard finalement de l'ambition qu'on doit porter dans le bâtiment, dans la Smart City, dans plein de domaines divers et variés. Donc voilà. Eh bien, je vais vous proposer de passer le micro à Solène Tardivelle, et vous allez également vous présenter. Et j'aimerais que vous nous donniez un ou deux cas d'expérience que vous estimez réussis, et comment est-ce qu'une structure comme la vôtre peut accompagner un maître d'ouvrage à réussir son projet. Bonjour à tous, donc Solène Tardivelle, je représente le cabinet Urban Practice. Donc c'est un cabinet de conseil d'ingénierie spécialisé dans le bâtiment intelligent et la ville intelligente. Donc on accompagne nos clients, collectivités, aménageurs, promoteurs, bailleurs sociaux, soit sur l'axe stratégique, donc plan de transformation numérique, soit dans des projets de construction ou de réhabilitation de bâtiments. Donc je vais vous donner quelques exemples. Pour des bailleurs sociaux, on a monté une expérimentation à l'échelle de 5 bailleurs sociaux dans le cadre de réhabilitation. Donc chaque bailleur a choisi un site. Et l'idée a été de mettre en place une infrastructure numérique et de développer des services. Ça Non. Donc c'est un petit peu partout en France. Donc il y en a en région parisienne, à Grenoble. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la 5 il y en a 2 en région parisienne, Grenoble, Saint-Imier. Enfin, voilà. Donc sur des sites disséminés. Sur des sites disséminés. Avec des systèmes différents, du pilotage du chauffage par plancher chauffant, du pilotage de chauffage électrique, des choses très variées. Et l'idée a été de mettre en place une infrastructure numérique, de développer des services différents, sur chaque site, parce que nous, ce qu'on essaye d'apporter, c'est de commencer par une démarche de design thinking. Donc, la démarche de design thinking, c'est partir du besoin
Avec qui alors vous faites le design thinking? Avec les occupants, avec la MOA, avec toutes les parties prenantes d'un projet. Donc Ça c'est peut moi, être un des- maître d'ouvrage. Maître d'ouvrage, ouais. Et un occupant qui a jamais utilisé le numérique dans son bâtiment, on arrive à lui faire s'exprimer ses besoins. Comment on s'y prend Là, alors? sur cette expérimentation, on avait une partenaire qui était une sociologue, on a fait des entretiens, des ateliers avec les occupants pour comprendre les besoins sur les différents sites, hein, c'était pas les mêmes, et on a déployé des services différents sur chaque site pour répondre à leurs besoins. Sur certains sites, c'était mettre en place de la vidéo, enfin un vidéophone, parce qu'il y avait des problèmes de sécurité, pour rassurer les occupants. Systématiquement, on avait dans cette expérimentation le souhait de mettre en place une brique de pilotage intelligent. On n'a pas forcément... C'est quoi ça, une brique de pilotage intelligent? C'est-à-dire un service de pilotage énergétique intelligent. Ça veut dire qu'il y a une couche intelligente, un logiciel, qui va optimiser les consommations énergétiques du bâtiment pour le locataire. Et donc, suivant les sites, on a parfois simplement remonté les données de consommation à l'utilisateur, et rien que par ce fait-là, de lui communiquer ses consommations, pas tous les ans, mais tous les jours, sur une interface dans son logement, ça lui permet déjà d'optimiser ses consommations. Sur d'autres sites, on a été jusqu'à mettre des systèmes qui sont auto-apprenants avec de l'intelligence artificielle. C'est le système qui C'est le système qui va apprendre s'enrichit avec à la le temps. fois, qui s'enrichit avec le temps, qui va apprendre à la fois des usages des occupants et puis de la thermique du bâtiment. Et est-ce qu'au bout du compte, sur la question de la sobriété, vous diriez avec un retour d'expérience, on a gagné, on a entendu tout à l'heure, le maître d'ouvrage, il cherche à faire gagner du gain énergétique à ses locataires. Est-ce qu'on a eu ce gain-là? On peut parler de sobriété énergétique et de lien avec la sobriété énergétique? Oui, alors on n'a pas encore tous les retours de l'expérimentation, c'est une expérimentation sur plusieurs années, mais donc il y a des chiffres de l'ADEME qui disent que rien que transmettre les consommations à un occupant de façon régulière permet déjà de réduire de 8 à 10% les consommations. Sur du pilotage énergétique intelligent, c'est 10 voire un petit peu plus d'économie. Voilà. Bon, après, au fil des ans, on va vérifier tout ça. Et sur la mutualisation de services, est-ce qu'on peut parler de levier de sobriété, un système numérique bien conçu? On va pouvoir jouer sur plusieurs tableaux. Tout à l'heure, on entendait qu'un des problèmes, c'était qu'on venait rajouter des couches au fur et à mesure sans avoir une vision globale. Vous pensez? Tout à fait. Donc nous, on s'appuie beaucoup sur le cadre de référence de la SBA, qui s'appuie sur les principes de mutualisation et d'interopérabilité. Donc pour illustrer un petit peu ça, vous imaginez que le smart building, c'est un arbre avec des racines. Les racines, ce sont les équipements, donc les points d'éclairage, les équipements pour le chauffage, les stores, tout ce qu'on veut, tous les équipements du bâtiment, du logement. Vous avez un tronc, ça va être ce qu'on appelle l'infrastructure numérique du bâtiment. Et puis vous allez avoir des branches et des feuilles qui vont être les services qu'on va déployer sur cette infrastructure. Et donc, nous, ce qu'on préconise, c'est d'avoir ce principe-là, d'avoir 3 couches indépendantes, les équipements, le tronc et puis les services. Et donc, ce système-là, déjà, on mutualise l'infrastructure, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Traditionnellement, vous mettez du contrôle d'accès, on va vous mettre une infrastructure spécifique. Vous mettez des compteurs, il va y avoir une infrastructure de télérelève, et les occupants n'ont pas forcément accès à leurs données en plus. Donc là, l'idée, c'est une seule infrastructure standardisée qui collecte l'ensemble des données et peut permettre de développer un certain nombre de services. Merci beaucoup. On va donner la parole à Prudence Soto qui va pouvoir répondre à cette question de la sobriété. Est-ce que vous avez... Je vais rebondir sur les expériences. Donc, Prudence Soto, directrice générale de Sauter Régulation, acteur dans le domaine de la GTB, GTC, sur l'énergétique, membre de l'SBA depuis très longtemps, membre Novaville. Voilà, je suis ravie d'avoir entendu tous les retours d'expérience. Il faut aussi faire attention aux freins, en fait, parce qu'on parle d'ouverture,
En 2008, on a lancé, nous, nos premières solutions full IP depuis la production, full backnet IP, un protocole standard dans le domaine du CDC. Donc en 2008, on avait des solutions full IP depuis la production jusqu'au bureau. Quand on allait voir nos clients, quel qu'il soit, oui, mettre de l'IP jusqu'au bureau, c'est compliqué, c'est lourd, etc. Aujourd'hui, c'est un standard. En 2008, c'était pas évident. Donc, on a un travail important de communication sur le terrain, ce qui a été fait, nous, la SVA, le R2S, et on en est ravis. Donc ça, c'est un des premiers points. Il y a des freins, et puis il faut du temps. Je veux dire, aujourd'hui, on va aller très vite parce que le numérique va très vite, mais derrière, c'est des hommes, il y a des formations, il faut valoriser l'ensemble de la filière, il faut les personnes qui sachent exploiter effectivement les outils. Le numérique, c'est bien, c'est pas tout. Il faut aussi des hommes qui sachent connaître les installations sur le terrain. Voilà. Et dans nos métiers... Et l'outil contrat de service, ça permet... C'est important d'avoir un suivi, effectivement. Moi, j'ai un cas où, sur un bâtiment de 70 000 m², l'exploitant ne souhaitait pas passer un contrat de service de maintenance sur les équipements de GTB et de GTC proposé. Il voulait 4 jours. Je dis je refuse, je n'accepte pas. 4 jours par semaine. Par an. Donc je refuse, je ne peux pas prendre cette responsabilité vis-à-vis du maître d'ouvrage et des différents locataires. Une équipe en 4 jours par an, connaître une installation, c'est compliqué. Donc par moment, il faut dire non. Oui, parce que c'est facile de taper. Vous savez, la GTB, c'est le dernier maillon de la chaîne, donc c'est comme la TVA, donc c'est facile de taper sur le dernier maillon de la chaîne. Non. C'est pour ça que c'est important de mettre toutes les parties prenantes autour de la table, d'avoir des systèmes qui permettent de répondre aux fameuses feuilles, puisque aujourd'hui, depuis 2008, nous, on a aussi continué les développements, et en 2012, on a sorti les premiers logiciels de supervision, parmi les premiers, avec des standards d'API REST. Donc c'est un standard informatique qui permet de répondre à l'ensemble des startups brillantes qui innovent sur des systèmes d'intelligence artificielle. On doit pouvoir communiquer avec tous les acteurs de la filière. Donc ça, c'est vraiment un point important. Voilà. Et en termes de sobriété, je prends un exemple, parce que l'été dernier, donc avant qu'il y ait tout ce plan de communication au niveau du plan de sobriété de l'État, on a pris un bâtiment type de 12 000 m². On est allé voir notre gestionnaire et propriétaire, et on s'est dit on veut faire un travail sur ce bâtiment et prendre en compte les données de la RTE, donc les fameux API, les fameux EcoWatt, donc vert, orange et rouge, et d'anticiper en fait avant même le lancement de la communication de l'État. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont mis l'exploitant, donc nous industrie, locataire de bâtiment, et effectivement gestionnaire et le système de GTB en place terre. Donc tous autour de la table, et on a décidé des différents scénarios possibles en termes de sobriété. Donc ils se sont mis d'accord, les possibilités techniques, on sait récupérer les données en API de la RTE, et à partir de là, il a fallu communiquer auprès des locataires, parce que c'est important de communiquer. Donc réunion, donc ça s'est fait sur juillet, août, septembre, communication, et un plan donc de sobriété. Alors j'ai pris mon anti-sèche. Vous allez nous lire le plan. Voilà, donc en fait, ils ont commencé en septembre, ils ont consommé entre septembre 2022 et fin novembre 2022, donc juste avant les fêtes, donc 197 mégawatts pour 273 l'année précédente. Donc ils ont fait une certaine économie. Comment? En modifiant les heures de démarrage des centrales de traitement d'air et des pompes de circulation, ils ont fait 17% d'économie. En modifiant les plages horaires et températures et de consigne de la PAC, là ils ont fait 40% d'économie d'énergie. Et l'éclairage qui représente 12% de la consommation, ils l'ont passé en 2/3 sur la partie bureau et parking, ça fait aussi des économies. Donc il faut prendre le temps. Le problème aujourd'hui, c'est une des denrées les plus chères, je dirais, le temps aujourd'hui. Donc si on peut anticiper, ça fonctionne. Ça peut fonctionner. Il faut prendre le temps, tout le monde est sensible, c'est du bon sens, mais voilà, il faut les hommes et valoriser la filière et avoir effectivement les bons interlocuteurs en place. Alors Thierry Lebouc, on voit que c'est gagnant, mais ça consomme aussi. Vous le laissiez entendre au début, mais là j'ai envie un peu de creuser ça parce que c'est aussi votre leitmotiv. Ne pas penser que c'est neutre des systèmes numériques. Je crois même qu'on a entendu tout à l'heure que parfois même ils consomment plus que ce que ça fait gagner quand ils sont mal conçus. Alors comment est-ce qu'on prête attention à la consommation de son système numérique, et
Et est-ce qu'il y a des choix qui sont à faire et qui peuvent avoir un gros impact? Alors effectivement, tous ceux qui vont participer à la chaîne, on va dire, numérique, qui va finalement s'installer dans un bâtiment, quels que soient les systèmes, quel que soit l'objectif de ces systèmes, tout ça va être interconnecté, on va dire comme ça. Il va falloir effectivement évaluer son système. Voilà, un fabricant, un éditeur doit intégrer cette dimension de mesure. La mesure notamment en phase d'usage, puisque bien sûr, on va collecter de l'information utile pour derrière informer, réguler, etc., capter une information régulée, etc. Donc il y a plein de bienfaits, on l'a dit. Maintenant, derrière, ce système, il consomme. À chaque fois que vous collectez une donnée, à chaque fois que vous avez l'intelligence de collecte, du traitement parfois local, du transfert de données et du stockage derrière dans une base centralisée, pour un affichage, un traitement statistique, etc., vous allez avoir un impact sur tout le matériel qui va être déployé, sur lequel on va avoir une couche logicielle, une couche de données qui va être transmise, et in fine, finalement, une exploitation de cette donnée. Donc, par exemple, plus on collecte de données, plus ça pèse. Est-ce Voilà. qu'on peut se dire c'est linéaire? C'est pas forcément linéaire, ça va dépendre des systèmes. Voilà, des systèmes avec une intelligence très localisée, beaucoup de captation, avec beaucoup de fréquences, etc. On va avoir un impact beaucoup plus important en local. Et puis pour des systèmes avec beaucoup plus de traitements centralisés, moins de données qui transitent, le système va être peut-être plus impactant en central. Et dans le bâtiment, on a tendance à dire qui peut le plus, peut le moins. Oui, c'est vrai. On peut parfois couler un peu plus de matériaux en disant bon ben là au moins comme ça on sécurise. Et là c'est un peu la même chose, on va essayer de sécuriser. Vous nous dites attention. Oui, attention. Est-ce qu'on a besoin de capter une information de température de manière très précise, très fréquente? Peut-être qu'on a besoin de la capter moins souvent. Peut-être qu'on a besoin d'un capteur ayant peut-être une captation de données qui est peut-être très aiguë, très précise à certains moments, si on est près d'une zone finalement importante pour détecter, j'en sais rien, un givre, une surconsommation de quelque chose, et peut-être finalement avoir des capteurs différents, en tout cas des prises d'informations différentes en fonction finalement d'une plage dans laquelle on se situe. Donc il faut peut-être avoir des systèmes aussi qui correspondent à la meilleure captation possible au moment où on doit capter cette donnée pour pouvoir en faire quelque chose. Donc on a plein de systèmes comme ça qui peuvent être améliorés. Donc il y a bien sûr le besoin en amont, travaillons sur le besoin, qu'est-ce qui est nécessaire vraiment, et c'est là où on fait le plus grand nombre d'erreurs. Ensuite, il y a la façon dont on peut paramétrer un objet. Quelle est la capacité d'un objet, d'un système déployé à pouvoir finalement venir ajouter de la précision pour savoir comment on capte cette information. Est-ce que j'ai une capacité en local pour celui qui va exploiter l'information de pouvoir dire je capte l'information toutes les 5 minutes, toutes les heures, etc. Donc il y a aussi ce sujet-là. Et ensuite, bien sûr, dans les usages, comment finalement on transmet bien sûr cette information aux occupants, à des gens qui sont en interconnexion avec ce système, pour pouvoir les intégrer finalement dans le dispositif. Il y a aussi l'usage qui est important. La conception, l'usage, la fabrication bien sûr en amont. Tout ça est important et va contribuer à ce qu'un système derrière soit, je ne vais pas dire neutre, parce que la neutralité n'existe pas, il a fallu fabriquer, il faut exploiter, etc. Mais le plus sobre possible. Voilà. Il y a un bilan qui est positif. Alors on va se retourner à nouveau vers nos deux maîtres d'ouvrage. On va commencer par Nicolas Poirier sur cette idée de sobriété. Alors est-ce que d'abord c'est gagnant, la consommation de vos occupants, un peu comme on a entendu avec Prudence Soto ou avec Solène Tardivelle, est-ce que c'est gagnant? Et est-ce que c'est gagnant à tous les coups? Et quelles sont les conditions pour que ce soit gagnant en termes de consommation énergétique? Alors, je ne vais pas faire durer le suspense, bien sûr que c'est gagnant. Autrement, on ne le ferait pas. Ça fait 15 ans qu'on le fait, donc ça serait un peu bête de dire aujourd'hui que ça ne marche pas. Non, bien sûr que ça fonctionne. Ça fonctionne pourquoi? Parce que forcément, sur notamment des installations collectives de chauffage, la maîtrise du bâtiment, sa déperdition, son inertie, on voit bien qu'on a beaucoup de paramètres sur lesquels on peut jouer pour maintenir une température de confort de nos habitants, et on peut vraiment optimiser ces gestions de température. Ça passe par les rythmes de nuit, ça passe par effectivement l'inertie du bâtiment et d'autres systèmes de baisser les températures, enfin bon, bref, un certain nombre d'outils. Ça a des performances puisqu'on le mesure aujourd'hui, hein. Nous, on a notre patrimoine en termes de consommation énergétique qui a baissé depuis 15 ans à peu près de 30%. Alors, les chiffres qu'on a entendus de Prudence Soto tout à l'heure, qu'ils étaient impressionnants à cette rentrée. Bon, c'est vrai qu'il y a eu en plus une mobilisation générale de tout le pays là-dessus. Vous l'avez vu aussi chez vos locataires? Tout dépend de quel point tu pars. C'est-à-dire que
Nous, on va dire que c'était un sujet qui avait déjà été entamé depuis 15 ans. Aujourd'hui, c'est mis sur le devant de la scène. Donc pour nous, c'est plutôt un aboutissement, parce qu'aujourd'hui, on a la une du journal avec des augmentations de charges depuis un an, parce que tout ça, ça a été maîtrisé en amont. Ça, c'est déjà des sujets sur lesquels on travaille depuis des années et des années, de par la performance de nos bâtis et par l'exploitation des systèmes qu'on y met. Pour moi, ce qui a vraiment changé ces dernières années, c'est la compétence aussi de nos exploitants. Je trouve qu'on a beaucoup perdu en compétences des exploitants. On a perdu certainement des personnes en route sur l'évolution de ce numérique. Avant, je me rappelle, ça ne nous rajeunit pas quand on dit ça, mais quelques années, le gars il venait avec sa casse à outils dans la chaufferie, régler sa vanne, sa régulation, ça prenait 2 secondes. Aujourd'hui, il arrive, s'il n'a pas d'ordinateur, il peut repartir. Parce qu'il ne fera rien sur l'installation. Et trop souvent, on se retrouve avec des systèmes du coup, qui sont passés en manuel, avec des vannes grandes ouvertes, et là, on va aller sur la surconsommation. Donc, c'est plutôt comment on arrive aussi collectivement à faire monter en compétence l'ensemble des acteurs. La question de la formation est essentielle. Et la question de la formation. Alors, on forme qui? Parce qu'en fait, quand on a préparé la table ronde, je crois que vous avez tous parlé de formation. Et à la fin, j'avais formation partout. Et puis je me dis, mais en fait, j'ai envie que vous nous disiez, votre regard, c'est la formation chez vous en interne, des gens avec lesquels vous êtes en contrat pour exploiter les bâtiments? Les deux, en fait. Les deux, parce que à la fois, on va avoir les acteurs de terrain. Les acteurs de terrain, aujourd'hui, il n'y a aucun bailleur qui va exploiter à 100% ses chaufferies. Il va passer forcément par un prestataire. Donc, ce prestataire-là, il va falloir le former au système. Déjà, le système, chez nous, Angelo Habitat, on en est propriétaire. C'est notre système, on l'a installé, on l'a pensé. Donc, il va falloir qu'on forme notre prestataire à notre système. Derrière ça, dès lors qu'on a un prestataire, il faut le contrôler, il faut le manager. Si on le laisse faire ce qu'il veut, on n'y arrivera pas. Et donc, pour pouvoir le contrôler et le manager, il faut bien qu'il y ait des compétences internes d'exploitation, d'indicateurs, de performance, etc. Donc, c'est vraiment toute la maille qu'il faut travailler. Et là, nous, on en est rendu à un bilan qu'on peut faire, c'est on trouve que nos exploitants ne sont pas à la hauteur de nos attentes sur l'exploitation, pas sur la maintenance de l'équipement en tant que tel, pas sur la réparation de la chaudière, sur l'exploitation du bâtiment. Et là, on a plutôt tendance à reprendre la main, peut-être à aller chercher des nouveaux contrats autour de la GTB, aussi sur l'entretien, sur la maintenance des systèmes, et sur des gens qui vont vraiment avoir comme travail d'exploiter un site et de chercher toujours l'efficience des systèmes. Est-ce que, Pierre Bastien, vous ressentez la même chose, votre relation avec les exploitants n'est pas au niveau de ce que vous attendiez? Alors, nous, c'est un peu différent parce qu'on n'est pas du même volume que Angelo Habitat. Mais en effet, il y a plusieurs choses que j'aimerais aborder, notamment sur cette sobriété. C'est au niveau du besoin initial. Vous en parliez, Captel Eco, tout à l'heure, sur la partie conception. Aujourd'hui, quand on conçoit des bâtiments, on travaille avec des maîtrises d'œuvre et des maîtrises d'œuvre qui vont, des fois, on leur demande, on veut une GTC, on veut une GTB, nous définissent une liste des points très 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 complexe. Et des fois, si on laisse le système se mettre en place de cette manière, on va avoir beaucoup de données. On ne sait pas comment faire cette donnée. Elle n'est pas utilisée. Personne au sein du groupe ne sait finalement qu'est-ce qu'on peut faire. Donc ce qu'on fait de plus en plus, c'est on demande une GTB à une GTC à notre maître d'œuvre, on définit quelque chose et on reprend l'ensemble des points. On essaye de comprendre à quoi ça va nous servir. À partir du moment où on est à même de savoir ce qu'on va en faire, dans ce cas-là, la sobriété peut être plus facilement mise en place. D'un point de vue sobriété numérique, parce qu'en effet, si on a beaucoup de données, il faut la stocker, ce qui était évoqué tout à l'heure également. Donc en effet, il y a un vrai travail là-dessus au niveau conception. Après, on en parlait tout à l'heure. Concrètement, quand vous dites il faut qu'on comprenne, ça veut dire que vous attendez qu'il vous parle en français de tout le monde, ou est-ce que ça veut dire que il faut que vous mettiez aussi à leur portée et que vous ayez un peu comme on l'entendait à l'instant, vous vous formiez pour vous mettre à leur niveau de langage et de technicité? C'est un peu les deux. Non, mais on se met aussi
on travaille, on se met au niveau pour comprendre la donnée, mais nos maîtres d'œuvre aussi font les efforts pour expliquer clairement cette donnée, comment l'utiliser, qu'est-ce qu'on va en faire. On peut donc simplifier la complexité, parce qu'en fait, quand on m'a préparé, c'était un peu votre leitmotiv. C'est trop complexe, mais on peut faire simple. Exactement. Et alors, c'est ça que je ne suis pas sûr encore d'avoir bien compris. Comment vous faites pour arriver à faire simple? Comment on fait? On met en parallèle donc, le maître d'œuvre à l'exploitant, parce qu'aujourd'hui, on est une foncière, on construit le bâtiment, il y a un exploitant derrière, qui peut être groupe GC ou autre. Et en mettant cet exploitant avec ce maître d'œuvre, donc l'utilisateur final, celui qui va vraiment utiliser ces données, on arrive à simplifier et avoir les données qui sont essentielles et les commandes aussi qui peuvent être essentielles. En sobriété, là on parlait plutôt numérique, il y a aussi, on parlait aussi d'usage tout à l'heure, c'est cette donnée de consigne. Enfin, on parle de température, on parle de chauffage, il y a la consigne qui est importante. Aujourd'hui, on peut avoir un système extrêmement performant. Si les consignes sont très prélevées, on n'a pas l'intérêt de... Donc ça, c'est l'usage qui prime à nouveau. C'est l'usage qui prime à nouveau, exactement. Donc avoir associé en amont les futurs usagers, ça peut être une bonne carte gagnante, là. Exactement. Et je rebondirai sur ce que disaient Solène et Thierry, notamment sur toute la partie... sur toute la partie remontée d'infos et communication. Aujourd'hui, on se rend compte, alors on a commencé, je vous disais tout à l'heure, sur la mise en place de notre système de suivi. Toute la partie sensibilisation des utilisateurs exploitants et de la communication de la donnée permet déjà d'obtenir, alors on est un petit peu moins que ce que vous annonciez, mais on est entre 8 et 10% sur de la sensibilisation et on est entre 2 et 5 sur la communication de la donnée. Voilà, c'est aussi ça qui... Et dans la préparation, vous me disiez, on cherche, nous, à privilégier des solutions les moins énergivores. Comment vous faites quand vous faites votre appel d'offres avec le maître d'œuvre, vous avez X réponses? Comment, évidemment, chacun habille la mariée de la façon la plus élégante possible, et on a parfois du mal à classifier, parce qu'évidemment, chacun a sa propre façon de présenter les choses. Comment on fait pour arriver à dire celle-là, c'est la solution la moins énergivore? C'est compliqué. Après, on a aussi des idées bien précises et on a des schémas qu'on essaye de suivre de plus en plus, notamment sur la partie climatisation. On essaye sur de plus en plus de nos bâtiments d'éviter cette climatisation, de trouver des schémas, d'autres schémas qui permettront justement de se passer de la climatisation avec de la surventilation, du free cooling. On l'a fait sur un de nos bâtiments avec une serre bioclimatique. Voilà, on essaye de trouver des alternatives qui permettront justement de réduire cette consommation d'énergie. On se fait évidemment aider par nos bureaux d'études qui font un gros travail là-dessus pour analyser les différentes solutions et nous donner un ordre d'idée de cette consommation. En Prudence Soto, le lien avec l'usage prime, et vous êtes en fabrication, et évidemment, vous ne pouvez pas modifier la fabrication au fur et à mesure de l'évolution des envies, etc. Comment est-ce que vous faites pour anticiper tout ça et ces volontés qui vont être de plus en plus à chercher le moins d'impact possible? Et là, je vais dire qu'on peut modifier, en fait. Alors, quand on parle de GTV, d'automatisme, effectivement, on a des boîtes noires, des automates qui sont polyvalents. Donc après, on les programme en fonction des analyses fonctionnelles. Voilà, on sait faire du sur-mesure. Là où on a de l'agilité, elle est aussi au niveau numérique et software. On a complètement changé de méthode en recherche et développement. Notre vice-président recherche-développement disait l'avenir, ce sont les services. Les services, ça passe par le software. Donc, on est sur la supervision full web, HTML5, standard API REST, donc on peut s'adapter. Voilà, après, on ne peut pas développer
les demandes de tout à chacun. Hein. Il faut mettre des priorités, c'est sûr, mais il y a des grandes tendances. Et on est en méthode agile et l'ensemble des filiales remonte les besoins et on adapte tous les ans. Il y a une version et une maintenance logicielle. Et ça permet de répondre au plus grand nombre des maîtres d'ouvrage. On voit une tendance quand même. Aujourd'hui, on a en face de nous des DSI. Donc on héberge, on commence à héberger. Directeur de service. Pardon, oui, excusez-moi, Pierre-Yves. J'avais dit pas d'acronyme. Bah, bon, celui-là, il est presque. Enfin, il est tellement partagé, normalement, tout le monde avait compris. Donc, et c'est très bien parce qu'en fait, comme c'est important de faire de la mise à jour logicielle, ça a été expliqué, on ne va pas mettre, si on est maître d'ouvrage, on a 80 établissements, on ne va pas mettre 80 GTV. Donc aujourd'hui, on a un maître d'ouvrage dans le domaine de la santé qui est de Nantes, qui a son DSI, héberge une supervision et on gère une quinzaine de bâtiments. Et sur les neufs, c'est facile de mettre en place le nouveau système. Sur de la rénovation, c'est pas forcément Sauter qui est en place, donc c'est pas grave. Aujourd'hui, on sait mettre de la remontée de données ouverte sur ce qui est nécessaire. Donc il y a des solutions en termes de sobriété et en termes de politique. Notre slogan, c'est pour l'environnement durable. C'est la nouvelle vision du patron de l'époque. Et donc, on était déjà sur des développements de produits de CO2 performantes, d'intégration de fonctions de prévision météo. Déjà en 2008, on va chercher les prévisions, on les intègre dans les algorithmes pour faire du stockage d'énergie dans la dalle active. Ça peut être pour agir ou pas en fonction du vent sur des stores. Enfin, il y a plein de solutions. Et donc il faut effectivement mettre tout le monde autour de la table, être bien sûr de ce que l'on veut pour répondre au mieux. Après on parle des gros sites, mais aussi des petits établissements. Hein, donc il faut pouvoir effectivement mettre une GTV, elle peut être hébergée, elle peut être dans le cloud, avec des notions de sécurité, parce qu'on parle de cyberattaque. Donc aujourd'hui on part sur des solutions aussi qui sont le plus safe, enfin sécurité possible, intégrée. Donc on a notre système de GTV hébergé, elle travaille sur le protocole MQTT, qui est un standard chez Google ou autre, MQTT. Bon. C'est un standard, on va dire, qui permet... Comme R2S. Voilà, en fait, c'est utilisé par exemple par les systèmes de reconnaissance vocaux, hein, votre Google Home ou Alexa, et donc nos automates, ils savent dialoguer avec eux. Donc si on est dans un hôpital, il y a un patient qui est handicapé physique par exemple, il peut changer sa consigne par la voix grâce à cette communication, mais elle est aussi sécurisée. Donc c'est le protocole qui a été choisi par le groupe que les experts vont connaître, et donc on intègre les évolutions, c'est possible aujourd'hui. Voilà. Solène Tardivelle, quand on a préparé, vous m'aviez dit, dans votre position de maître d'œuvre, on va privilégier les solutions les moins énergivores et on va confronter les attentes donc, qui ont été exprimées par maître d'ouvrage, etc., avec les solutions du marché. Et j'avais l'impression que ça voulait dire aussi qu'on ne trouve pas toujours les solutions du marché qui correspondent aux attentes. Voilà. Comment vous procédez là pour faire cette confrontation entre les deux? On vient d'entendre un peu les solutions du marché, on voit les attentes qui vont d'ailleurs peut-être moins loin que ce que les solutions du marché sont prêtes à offrir. Oui, alors ça dépend des sujets. Alors, sur tout ce qui est bâtiment intelligent, quand on reste dans des services très classiques, on trouve. Ensuite, quand on va dans des choses un petit peu plus spécifiques, effectivement, quand on est face à des produits sur étagère, on ne va pas forcément pouvoir adapter exactement aux besoins. Donc à un moment donné, dans notre démarche de co-construction, on interroge le besoin et puis on va se confronter à la réalité du marché et puis faire des allers-retours, en fait, des itérations entre le besoin et la réalité du marché, et puis prendre les solutions qui vont nous permettre de répondre le mieux aux besoins, et puis quand c'est nécessaire, d'avoir des développements spécifiques qui vont vraiment permettre de développer sur mesure. Alors vous êtes un groupe national, donc vous avez un regard national et aussi territorial, et vous êtes ici dans l'Ouest. Et vous me disiez, c'est étonnant, mais il y a un développement moins fort dans l'Ouest. On a quand même compris l'intérêt, c'est compliqué, mais il y a un vrai intérêt, et c'est moins développé dans l'Ouest. Vous avez des Alors d'abord, est-ce que vous pouvez... Non, c'est pas du tout ça que j'ai expliqué. Je ne pense pas que ce soit moins développé dans l'Ouest. Nous sommes moins développés dans l'Ouest, parce que historiquement, les associés sont basés à Lyon et puis en région parisienne. Moi, je suis en région nantaise, donc je
je suis sur Nantes, hein, je fais moins la partie commerce, donc on est moins développé dans cette partie-là, mais il n'y a pas de raison. Je cherchais la petite bête, mais elle n'existe peut-être pas. Et alors, je vais demander à Thierry, lui, il avait un autre regard, lui, il a un regard multisectoriel, 150 projets accompagnés et un seul dans l'immobilier. Alors, on pourrait se dire, c'est parce que personne ne sait que tu existes dans l'immobilier. Ça doit être ça. Mais je me représente. Mais tu posais un peu une sorte de petite hypothèse que en fait le numérique n'est pas encore au même niveau de développement qu'on peut avoir dans d'autres secteurs. Ben, effectivement, nous on travaille sur plein de secteurs très variés, la santé, la publicité, toute l'informatique de gestion, l'armée, enfin la défense, vraiment plein de secteurs. Et aujourd'hui, force est de constater, alors je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, je ne sais pas si c'est une question de marché, de demande, de besoin, mais on n'a quasiment aucune référence dans le domaine, on va dire, immobilier ou dans le smart building, on va le dire comme ça. Voilà, alors moi en préparant cette table ronde, je me pose la question, puisque forcément je me dis, mais à quoi c'est dû? Est-ce que, souvent, ce qui a fait que les autres secteurs se sont mobilisés, soit il y a eu un effet d'entraînement au ministère de la Santé qui dit je veux que tous les acteurs de la santé soient un tiers de confiance, y compris sur la sobriété numérique. Voilà, donc c'est parti. Donc, il y a un effet d'élan. Peut-être que ça peut s'appliquer aussi dans le domaine du building, de l'immobilier, etc. Il y a d'autres secteurs, effectivement, qui sont liés à une contrainte, c'est-à-dire qu'on est sur une contrainte, par exemple, de mobilité, où on sait que comme on est en mobilité, la ressource énergétique est plus compliquée à capter, donc l'autonomie est importante, donc on est finalement dans des systèmes sous contrainte. Voilà, ça peut être un sujet. Après, il peut y avoir aussi des idées de coûts. Est-ce que le coût finalement généré par les systèmes qui sont embarqués, qui sont gérés, est important ou pas? Donc là, on peut avoir des bénéfices liés au coût qu'on va économiser, liés au système numérique en tant que tel, parce que le système numérique est très énergivore. Là, je pense aux data centers, etc. Donc forcément, ça intervient dans le compte des résultats de manière importante. Donc, c'est souvent lié à une contrainte, finalement, lié à un coût, lié à quelque chose. Est-ce que, finalement, dans ces systèmes où, d'une certaine manière, dans la surveillance d'un bâtiment, finalement, et son exploitation derrière, et toutes les KPI qu'on va pouvoir donner, les KPI, on va dire les indicateurs clés, on va dire, de pilotage, on va, effectivement, derrière, est-ce qu'on est vraiment sous contrainte? Voilà. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un système sobre, sachant que l'électricité est abondante dans un bâtiment, on va le dire comme ça, sachant que finalement on n'a pas des déplacements importants pour faire une maintenance. Je vous donne un exemple, puisqu'on travaille par exemple dans le domaine des objets connectés. On a travaillé sur un projet mené avec la SNCF. La SNCF déploie des objets un peu partout, et ces objets par exemple sur des caténaires, pour détecter le gif, ça a un coût quand il faut aller changer la pile. Ça n'a pas le même coût quand on doit aller changer la pile dans un bâtiment. Il n'y a pas on va dire, il ne faut pas instrumenter, mettre une échelle, etc. Enfin, et souvent, on a du personnel d'exploitation qui est déjà sur place. Etc. Donc peut-être que la contrainte est moins forte. Et donc, tu disais sur le caténaire, par exemple, de choisir un système qui se remplace tous les ans et un autre qui se remplace tous les 5 ans, on voit tout de suite. Multiplié par le nombre d'objets qu'on doit opérer, sur lesquels on doit changer les piles, forcément, vous allez derrière faire cette multiplication, vous allez voir que ça coûte très cher. Donc forcément, si on n'a pas la même contrainte dans le bâtiment, parce que finalement, d'une certaine manière, le coût n'est pas le même, la contrainte n'est pas la même, on a une électricité, on va dire, abondante, voilà, eh bien le système, il n'est pas contraint, et donc peut-être qu'on ne se force pas à agir ou on ne regarde pas. Le bénéfice est peut-être plus important que le coût environnemental généré par ce sujet, et donc peut-être moins de moyens d'action associés à ça. C'est une intuition. On va peut-être maintenant commencer un débat avec vous. On peut terminer là-dessus. Vous pouvez évidemment être d'accord avec... J'avais dit que tu étais un peu notre témoin extérieur. Donc voilà, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous voulez bien applaudir nos 5 intervenants qui maintenant va démarrer? On va démarrer une série de questions-réponses. On a un quart d'heure, donc c'est confortable. On va pouvoir faire ça dans le temps qui nous est imparti. Donc en général, à Novabid, non maintenant justement à Novabid, il y a toujours plein de questions avant même que ça démarre. Donc aujourd'hui, il y a un peu moins de questions. Alors par rapport à la question qui était posée à la fin par Thierry, est-ce que l'un d'entre vous pense qu'en fait on est encore
on n'a pas besoin d'être plus performant dans nos bâtiments, on n'a pas besoin de numérique, et c'est pour ça que ça... Solène, tu veux dire un mot là-dessus? Ouais, je veux dire un mot. Donc effectivement, le numérique, ça génère des consommations. Donc il y a toujours l'idée de se poser la question, finalement, quand je fais du numérique, est-ce que je ne fais pas pire que je voudrais? Il y a quand même quelques exemples que je voudrais vous proposer, pour lesquels on imagine bien que le numérique peut avoir une utilité. Avant Covid, le taux d'occupation des bâtiments tertiaires était de 55% avant Covid. Donc on imagine que maintenant, c'est encore beaucoup moins. Et continuer à construire des nouveaux bâtiments, alors qu'on pourrait aujourd'hui finalement partager mieux les bâtiments qui existent, ce serait peut-être une solution. Et le numérique pour partager ces bâtiments, ça peut être un levier. Y compris pour permettre l'ouverture, fermeture d'espaces qui sont... Savoir quand c'est occupé, pas occupé, réservé. Et puis, oui, l'accès à des tiers, etc. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, le véhicule électrique qui va se développer certainement. Du coup, donc il va nous falloir une infrastructure de bornes de recharge électrique. Si on ne met pas de numérique, si on veut que ce soit facile dans l'usage, on va multiplier les bornes, alors que le numérique pourrait permettre de mieux partager et d'optimiser le nombre de bornes installées sur le territoire. Voilà, deux exemples où on se dit que finalement le numérique pourrait être utile. Merci. D'autres questions? Alors, je crois qu'on n'a pas de micro pour se balader, donc il faut parler haut et fort. Si tu veux bien te lever et te présenter. Bonjour, je suis Vincent, chargé de programme métro de l'énergie dans le bâtiment pour la région. C'était beaucoup plusieurs fois le côté un peu. Le numérique, c'est pas un gadget, c'est pas fait pour faire plaisir. À quel moment on tombe là-dedans, justement? Est-ce qu'il y a un seuil de bâtiment ou des typologies de bâtiments? Je pense au logement individuel, donc un radiateur, salle de bain, comité qui met sa playlist dans la pièce, des choses comme ça. Sans rentrer dans ce côté caricatural, à quel moment ça devient gadget et à quel moment ça a vraiment une plus-value? Est-ce que c'est sur les tailles de bâtiments, des parcs de bâtiments, des usages C'est bon. À quoi on reconnaît un gadget? Alors, moi j'en ai un en tête. On vient de terminer le CES de Las Vegas. Donc déjà, tous ceux qui reviennent du CES de Las Vegas avec plein d'idées, et il y a pas mal de gadgets dedans. Il y en a un, c'était il y a 3-4 ans, que j'avais trouvé génial. C'est quelqu'un qui me disait que pour se laver les mains, maintenant, on n'avait plus besoin de tourner le robinet, parce qu'on pouvait utiliser son téléphone portable. Et c'était vraiment important pour les gens qui avaient justement des problèmes aux mains. Mais à ce moment-là, ils ont plus de mal à se laver les mains. Mais bon, voilà, ça, pour moi, en tout cas, ma petite intuition était de dire peut-être que ça ne sert pas à grand-chose. Mais comment est-ce qu'on reconnaît un gadget? Je peux peut-être en dire deux mots, parce que c'est vrai que c'est des questions forcément qu'on se pose. Quand on a un parc immobilier de 13 500 logements, on a des tailles d'opérations différentes et variées, d'individuel ou du collectif. Donc effectivement, on se pose la question de l'investissement de ce type de technologie sur nos bâtiments. Alors, forcément, sur les grands bâtiments, il n'y a pas trop de questions, on y voit vite l'intérêt. Sur les petits bâtiments, on peut effectivement se poser la question. Il faut dire que les systèmes aussi sont beaucoup démocratisés, c'est-à-dire le coût d'installation des systèmes, c'est plus le même qu'il y a 20 ans. On est sur des technologies maintenant qui sont quand même un peu plus low-tech qu'à une époque, et qu'on arrive facilement à amortir dans nos constructions. Donc on peut s'offrir des luxes, des trucs qui servent pas à grand-chose. Je ne dis pas qu'ils servent à rien, je dis que je te provoque. La technologie de départ, c'est pas un problème de forcément de coût d'investissement. Je le vois pas, moi, dans ce truc-là. Où il ne faut pas se tromper, c'est les usages. Et c'est vrai que il y a trop longtemps, on se faisait des plaisirs de techniciens. C'est-à-dire qu'on avait le super système, on pouvait tout piloter, tout fonctionner, on avait nos températures à la seconde, on était fiers de nos trucs, et puis quand on parlait entre nous, on disait j'ai le super meilleur système du monde, ça fonctionne, c'est super. On allait dans des tables rondes et tout. Et en fait, quand on allait voir nos clients, enfin nos habitants, à la fin, ils ne comprenaient rien, et ils ne savaient même plus programmer leur thermostat d'ambiance. Donc aujourd'hui, il faut partir de l'usage, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'a besoin mon locataire? Qu'est-ce qu'il a besoin comme données? Est-ce que sa température, il a besoin de l'avoir à la minute près? Certainement pas. Une fois par heure, c'est largement suffisant.
Sa consommation, est-ce que je dois lui envoyer tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines, ou est-ce que je lui envoie plutôt quand il a des dérives? Voilà, ça aussi c'est des sujets à se poser. Donc c'est bien calibrer en fait les besoins par rapport à la demande des usagers. C'est vrai qu'on est revenu beaucoup plus sur des systèmes comme ça, low-tech, très faciles, sans être ingénieur, où justement l'usage strict minimum, en fait c'est celui-là qui a le plus de véracité. Donc on va dire que nous, on installe nos systèmes sur tous nos bâtiments collectifs. Sur le logement individuel, c'est un petit peu différent, puisque les gens sont plutôt autonomes en fait, dans leur gestion, et puis nous, en tant que propriétaires, on ne peut pas interagir directement avec eux. Mais sur le collectif, on installe forcément des dispositifs techniques. Alors maintenant, il y a 2 questions. Je vais en prendre une dans le fond et après. Tu voulais tout de suite compléter, Lydia? Merci beaucoup Pierre-Yves. Pour dire que le numérique c'est un outil on est souvent confronté à ce débat low-tech versus high-tech. Faut avoir bien en tête que l'enjeu du numérique dans cette sobriété, c'est justement de permettre une massification, ce qu'on n'arriverait absolument pas à faire aujourd'hui sans le numérique. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Question, si vous voulez bien vous présenter. En vous présentant. Camille Badard, CRMA. Moi, je revenais sur votre retour d'expérience sur les logements sociaux. Du coup, s'il y avait un top 3 des fonctions ou des éléments à surveiller ou à mettre en place pour du pilotage, ce serait quoi pour vous en logement? Alors, les top 3, forcément, l'énergie aujourd'hui a une place importante. Donc, forcément, la gestion de la consommation du chauffage. La gestion du pilotage de la chaudière collective individuelle, ça c'est le premier sujet. Et c'est comment on arrive à prendre la main sur des thermostats sans rentrer dans des usines à gaz pour nos clients, sur la programmation des absences, etc. Donc de plus en plus, on essaye de trouver des dispositifs qui sont un peu à intelligence artificielle, autonomes, qui apprennent tout seuls. Encore une fois, les gens ils ont aussi besoin d'utiliser, ils ont encore besoin d'avoir la maîtrise sur leur logement. Là, dernièrement, le dernier dispositif qu'on a trouvé, c'est plutôt un bouton d'entrée et de sortie de logement, très simple. Quand je quitte mon logement, j'appuie sur mon bouton, ça me coupe toutes mes lumières, ça me ferme mes volets roulants, ça met mon chauffage en réduit. Quand je reviens dans mon logement, je rappuie dessus, ça remet tout mon logement dans l'état initial. Bon, voilà, on voit que c'est très simple. C'est un usage d'un bouton et c'est un grand succès. Et quelque part, derrière, c'est là qu'on apporte les économies. Donc, l'énergie, bien entendu. Le deuxième point, c'est le pilotage. On voit que c'est quand même un sujet aujourd'hui. Les gens, ils aiment bien pouvoir gérer à distance un certain nombre de points, notamment l'intrusion logement, le capteur dans le logement, aussi de l'ouverture de portes. Aujourd'hui est un sujet où, là encore, nous, on l'avait décliné au départ comme un système anti-intrusion, de savoir est-ce que j'ai quelqu'un qui rentre frauduleusement dans mon logement. Et très vite, par l'usage, c'est devenu « Ah, mais moi, ça m'intéresse ça parce que cette information-là me permet de savoir si mes enfants sont rentrés de l'école. » Donc là, on voit qu'on tombe sur un autre usage, justement, avec le même capteur. Et puis d'autres qui disent, moi, je veux savoir plutôt si mes parents qui sont âgés, si la porte ne s'est pas ouverte depuis 2 jours, là, ça m'intéresserait d'avoir une alarme, parce que c'est pas normal. Nicolas, pendant longtemps, on disait qu'il fallait séparer complètement les systèmes sur la sécurité et les autres systèmes, parce que les connexions entre les deux étaient plutôt... poser un problème de sécurité, et réduire la sécurité. Et là, tu es en train de dire qu'en fait, vous avancez vers quelque chose qui est un peu un mixte. La porte qui s'ouvre, c'est le système de sécurité, et vous allez le connecter à d'autres fonctions. En fait, c'est les services associés, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment dans la structure de l'arbre, je reprends, je trouve que l'image est très bien faite. C'est-à-dire qu'il y a la technique, il y a les objets, et derrière, il y a les services qu'on va pouvoir offrir aux habitants. C'est vraiment dans le label R2S qu'on a développé aussi et sur lequel on a travaillé. C'était comment on partait des services et après comment on les décline techniquement. Et c'est vrai qu'il n'y a plus de problématique, si tu veux, d'avoir des équipements de sécurité comme un détecteur autonome de fumée. Ça aussi, c'est un usage aussi qui est demandé par les clients d'avoir si son détecteur il sonne ou pas quand on est absent du logement. Et en fait, de par la technologie aujourd'hui des API, que tout soit communicant, ça nous permet de réduire quand même le nombre d'objets. Et ça, c'est aussi pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la quantité d'énergie que consomment nos systèmes. Nous, ce que j'ai vraiment apprécié moi dans le label R2S quand on l'a déployé,
c'était de se dire, on évitait différentes couches de redondance de capteurs. On se rendait compte que dans un logement, on avait parfois 6 capteurs de température. Parce que le thermostat d'ambiance, il en a un, le détecteur autonome de fumée, il en a un, l'interphone, le post-interphone, maintenant, il a aussi un capteur, et on se retrouve avec 4 fois, 5 fois, 6 fois la même donnée. Et donc là, on se dit, bien, par la mutualisation de ces équipements-là, on va essayer d'optimiser, de minimiser le nombre de capteurs, et là, on est dans l'efficience énergétique. Autre question, monsieur? Oui. En vous présentant. Damien Blanchot, Mangadelli. Du coup, ça m'interpelle parce qu'aujourd'hui, effectivement, on se rend compte qu'on a beaucoup d'outils à disposition qui peuvent potentiellement remonter la même donnée. Dans notre secteur d'activité, on a un écosystème audiovisuel. Donc on déploie tout ce qui est équipement de salle de réunion. Et ces équipements-là, aujourd'hui, intègrent des capteurs de température, de comptage, d'occupation d'espace, etc. Et du coup, c'est des réseaux informatiques qui sont plutôt sécurisés et en lien avec plutôt la bureautique. Et je me rends compte qu'on a de plus en plus, on a beaucoup de difficultés à convaincre les DSI, à faire parler la DSI avec le bâtiment. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu quel est votre ressenti par rapport à la maturité, en gros, des échanges avec les DSI. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais moi, je voudrais vraiment voir un petit peu si on est plutôt encore au tout début et qu'on a une grosse marche à franchir, ou si on est plutôt en train d'évoluer vers... Qui peut parler des DSI? Prudence? On a de plus en plus de demandes, de toute façon. C'est un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui, il y a le sujet de la cybersécurité. Donc aujourd'hui, un directeur technique dans son établissement, il ne fait pas ce qu'il veut. Donc, on a énormément d'échanges avec eux, donc c'est en croissance. Et c'est-à-dire aussi, au niveau en tant qu'industriel, de toute façon, au niveau de la filière, hein, on a besoin d'informaticiens dans le domaine du bâtiment. Donc aujourd'hui, on a besoin de techniciens qui connaissent l'aérolique, l'hydraulique, l'automatisme, l'informatique, ça va très loin. Donc on a besoin d'experts. Et ouais, s'il y a un message aussi que je veux faire passer, c'est qu'il faut donner envie aux jeunes de venir dans nos métiers du bâtiment. Concernant les DSI, effectivement, de plus en plus, on voit dans les DSI, alors sans parler forcément de tout ce qui est lié à un bâtiment, hein, etc., et tous ses usages, on a de plus en plus dans les organisations des gens qui sont des référents numériques responsables. Donc il y a aussi une maturité qui se fait de l'autre côté de la barrière sur comment on crée un système qui est moins impactant, comment on intègre un système qui est moins impactant dans une entreprise. Donc ça, c'est forcément quelque chose qui est en train de maturer dans les organisations, et on voit de plus en plus des exigences, tout à l'heure on parlait des marchés, de plus en plus des exigences dans les marchés pour que le système soit sobre, efficient, souvent piloté avec la DSI, mais aussi bien sûr les maîtres d'ouvrage, pour justement derrière intégrer cette dimension numérique responsable à l'intérieur même de l'entreprise dans ses systèmes de gestion, quels qu'ils soient. Donc forcément, ça viendra aussi pour tous les systèmes du bâtiment et quels qu'ils soient. Encore une question? Monsieur. Bonjour, Stéphane Nourri, Pôle SDE2. Est-ce qu'on a des raisons d'être optimiste sur l'intégration des sources d'énergie raccordées au GTB ou au GTC? Parce que les sources d'énergie dans le bâtiment elles sont obligatoires maintenant. Mais pour que tout ça soit effectivement lié à la sobriété, pour raccorder ça aussi à tous ces systèmes, est-ce que vous voyez le tel usage que l'intégration des énergies est raccordée intelligemment au système justement et au service? Et j'ai envie d'élargir, je suis étonné depuis 1h30 de ne pas entendre parler d'autoconsommation et de pilotage de l'autoconsommation par ces systèmes. Alors, qui est-ce qui a envie de parler de ça? Toi? Vas-y, allez, prends, vas-y. Adrien, tu veux te retourner vers la salle? Oui, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet sur la production et l'optimisation, aussi bien dans le bâtiment que dans le Smart City. En fait, c'est là où j'en reviens, c'est que la production, elle est en autoconsommation, mais elle peut être partagée ensuite. Et on voit avec les obligations de mise en place de solaire thermique pour répondre à la fois aux thermiques et soit éclair photovoltaïque pour répondre aux décrets d'éco-énergie tertiaire, pour amener de la production. Et en fait, on voit que les technologies de communication commencent à être de plus en plus compatibles. Il y a encore 5-10 ans, un onduleur sur une ombrière photovoltaïque, il ne fallait même pas essayer de se connecter dessus. Ce n'était pas possible. Il n'y avait pas de carte, il n'y avait aucune communication commune. Là, on commence à voir arriver des onduleurs, des systèmes qui sont communicants en mode bus. Alors, je sais que c'est une vieille technologie, mais au moins on est sûr que ça va fonctionner. On commence à avoir
des systèmes centralisés qui peuvent communiquer avec des API. On voit vraiment que la centralisation, en tout cas la communication entre les différents systèmes, se fait de plus en plus, alors que ce n'était même pas imaginable il y a 5-10 ans. Donc il y a vraiment une capacité des systèmes à récupérer l'info. Après, c'est la volonté et c'est la définition du besoin initialement. C'est ça, en fait, on en revient toujours à la même problématique. C'est que si les systèmes ne sont pas imaginés au début pour être communicants avec une vraie logique, si le besoin n'est pas défini initialement, bah, ça ne fonctionnera pas. Je parlais de Smart City, si les différents occupants, les différents propriétaires au sein d'un système ne sont pas mis d'accord pour avoir de la répartition d'autoconsommation, bah, ça ne marchera pas. Il y a une première étape à mettre en place qui est la définition du besoin. Et après, l'adaptation technique, ça existe. En tout cas, sur du neuf, on sait que maintenant, on peut mettre en place la communication intersystème, où on est en capacité de le faire. Après, il faut que le besoin soit défini initialement. Je ne sais pas si j'ai très bien répondu à la question, mais en tout cas, c'est le sujet que moi je vois, c'est que techniquement, c'est possible. Il faut vraiment définir correctement le besoin. Alors, une dernière question. Il y a eu la question de l'allotissement sur le numérique, mais c'est vrai pour tous les autres systèmes. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, pardon. Angeline Aubé-Muller, Eurovia, Vinci Construction. On a parlé de l'allotissement sur le numérique qui génère des dysfonctionnements parce que la difficulté, c'est de communiquer avec les différents interlocuteurs, mais c'est vrai pour l'ensemble d'un bâtiment et voire même la communication entre l'extérieur du bâtiment et l'intérieur du bâtiment. Et l'allotissement fait que aujourd'hui, Eurovia développe un système qui s'appelle Power Road, qui est la récupération d'énergie par la route à l'usage du bâtiment. Et du fait qu'on ait de l'allotissement, mais c'est vrai aussi pour des panneaux photovoltaïques qu'on mettrait sur le parking ou tout autre système éolien, etc., ben, l'allotissement fait qu'il est extrêmement difficile d'avoir une vision globale de la consommation et de la production d'énergie sur un ensemble. Et peut-être qu'aujourd'hui, on ne parle pas assez d'une vision performantielle qui est autorisée par la commande publique et les marchés. Hein. Et à force d'allotir, on perd... à mon avis, une possibilité d'économie et de sobriété à tous les niveaux, parce qu'on multiplie les couches, on multiplie les interlocuteurs et on multiplie les interfaces. Voilà. Alors, Solène, une dernière. Alors, pour parler de ce sujet d'allotissement, nous, on essaye d'imposer de plus en plus sur les projets, quand on intervient en amont, d'avoir un lot smart avec un cahier des charges générique qui va être applicable à l'ensemble des lots. On va décrire à la fois vraiment toute la partie smart et ça va être décliné dans les autres cahiers des charges, donc dans les autres lots, avec des matrices de responsabilité, quel lot fait quelle partie d'exigence, etc. Donc on arrive à avoir un lot générique smart transverse un petit peu à tous ces lots. On le gère comme ça. Alors, juste, pardon. Dernière question, Alice. C'est pas une question, en fait, c'est pour rebondir un peu sur ce que vous disiez. Sur le lot smart. Parce qu'on s'aperçoit depuis très longtemps qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est de faire communiquer les objets entre eux, les solutions entre elles. Il y a des standards, je pense à KNX par exemple, qui a développé un protocole ouvert, et il y a plein d'éditeurs qui sont venus se greffer dessus, il y a eu plein d'autres solutions, mais j'ai l'impression que ce n'est pas encore dans l'air du temps pour beaucoup d'éditeurs de pouvoir ouvrir, comme vous disiez tout à l'heure, des API qui permettent d'interagir et d'être agnostique quelque part, et qui permettrait d'avoir une hétérogénéité et puis de la sobriété au niveau des équipements. Je peux me permettre de répondre effectivement, au moins sur quelques éléments de réponse, mais nous on a trouvé ça au travers du label R2S. C'est-à-dire que le label R2S, il impose une infrastructure et des produits intercommunicants. Et face à nous, on avait des fabricants avec qui on avait l'habitude de travailler. Je vous prends par exemple Urmed sur de l'interphonie, qui avait des systèmes qui étaient fermés, etc., qui ont tout à fait ouvert leur système pour que ça soit communicant et qu'on arrive à interopérer les infrastructures. Donc, on a réussi sur un bâtiment très simple à faire communiquer l'interphonie avec le système de chauffage, avec l'ascenseur, avec les Gaspard, les Linky. Donc je pense qu'il y a vraiment une évolution au travers de ça. Effectivement, encore une fois, je pense que le maître d'ouvrage doit rester maître de sa stratégie, de bien définir ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Après, qu'on passe par de l'allotissement, par un lot dédié, etc. Je veux dire, ça, c'est juste des outils, les moyens d'arriver. Mais si la volonté au départ, elle est bien identifiée, si on a bien décrit ce qu'on souhaite, comment on veut le mener,
Le label, nous, ça nous apporte une sécurité en tant que maître d'ouvrage. C'est-à-dire que derrière, il y a un contrôle de ce qui est fait. Il y a un recette, on en a parlé tout à l'heure en introduction. Tout ça, ça amène une sécurité d'avoir les documents, de savoir que l'installation, elle est bien interopérable, qu'elle fonctionne. Ça aussi, à la livraison, d'être sûr que juste le système fonctionne bien. Mais moi, je suis assez optimiste, en fait, par rapport à ça. Je trouve que les fabricants ont vraiment fait des efforts à ouvrir leur système, à développer des API. Et on voit bien, aujourd'hui, on a tous ce mot-là à la bouche. Moi, si j'ai un fabricant qui vient me voir en vendant un produit, la première chose que je vais lui demander, c'est est-ce qu'il a développé des API? Si son système il est pas ouvert, ça m'intéresse pas. Une question, et, Oui, ce sera la dernière de la paire de d'air. Merci en tout cas de l'apprendre. Si vous voulez bien vous présenter. Oui, voilà, je m'appelle Gonette Caputan, je gère une plateforme numérique justement qui est ouverte. Et c'est pour rebondir entre ce que vous venez de dire et ce que je me suis dit sur l'autoconsommation collective. Effectivement, je pense que vous avez beaucoup parlé sur un slide de départ, vous aviez la partie conception conception et réhabilitation. Mais la sobriété démarre aussi avec le sujet de démarrer avec ce qu'on a. Parce que l'effet conception et réalisation, voilà, ça prend entre le moment où vous avez décidé que vous alliez faire quelque chose et l'effet réel de l'économie, ça va prendre 3 ans. 2-3 ans. 2-3 ans. Ce qui veut dire qu'en fait, vous décidez là maintenant, début 2023, vous allez commencer à, on va dire, profiter de vos décisions, de vos bonnes décisions, que dans 3 ans. C'est énorme. À l'échelle de la planète et de l'urgence dans laquelle on est aujourd'hui, il faut le faire, c'est sûr, mais il faut faire en plus la sobriété sur ce que vous avez. C'est là que la solution autoconsommation collective est très intéressante à activer dès maintenant, parce que ça, c'est un temps que vous pouvez faire dans l'année. Et vous pouvez très bien équiper une toiture. Là, le texte a été voté sur les ombrières de parking. Vous avez vu passer ça. Donc, tous les propriétaires de fonciers et de bâtiments devraient se poser la question en disant « Et moi, qu'est-ce que je peux faire ?» Et en fait, quand ils se mettent à faire des tests pour voir si ça marche, ils disent « Waouh, mais j'économise mon énergie, je me la produis moi-même, et en plus, si j'ai du surplus, je la vends ou je vais profiter du bâtiment d'à côté. » Donc, c'est un autre raisonnement qu'il faut, qu'on va dire, adopter pour se dire que, du coup, ça peut démarrer tout de suite, avec un effet temps-retour sur l'argent, parce que tout le monde pose la question, hein. On a un ROI entre 5 ans, 8 ans max. Donc, non seulement vous faites des économies, mais en plus, c'est incroyable. Hier, sur 8 bâtiments, on a fait un calcul, c'est 400 millions. Waouh, mais pourquoi 400 millions sur 20 ans, je dis. Mais c'est énorme. Dans l'année, ça faisait beaucoup quand même. Énorme, énorme. Non, mais c'est pour dire, après, ça dépend de la taille du bâtiment, etc. Mais c'est pour dire que tout le monde devrait le faire, en fait. Parce que c'est une vraie façon d'anticiper dans un effet de prise de décision immédiate, un effet dont vous allez pouvoir profiter immédiatement. En plus, comme le coût de l'énergie, vous le savez, ne va pas rediminuer. Hein. Enfin, vous avez tous des questionnaires à remplir, là, vous avez tous reçu, parce que moi j'ai reçu aussi ces questionnaires, vous savez, pour savoir si vous faites partie du fameux bouclier. Donc, vous pouvez le faire pour vous-même en tant que chef d'entreprise si vous avez du foncier ou si vous avez des bâtiments. Mais franchement, je vous invite à déclencher ça parce que c'est super important. Et du coup, la data, pour faire le lien, la data, eh bien, elle va bouger. Elle va bouger parce que vous allez utiliser l'information de votre économie, vous allez pouvoir vous rendre compte de l'économie que vous allez faire et des données que vous allez aussi faire profiter peut-être un autre interlocuteur. Et c'est là que l'îlot urbain et le smart grid et la smart city va naître. Merci beaucoup. Merci à tous nos intervenants. Si vous voulez bien les applaudir. Alors, on a beaucoup parlé d'usage et de capteurs. Nous, on a un petit capteur à Novabit qui est relié à rien du tout, mais qui est pas mal parce qu'il nous permet de capter quelque chose qui est important pour nous. Et donc, on parle bien des usages et on l'oublie toujours. Et la réglementation est très faible là-dessus. C'est la qualité de l'air intérieur. Nous sommes à 2000 particules par million, alors que dans l'atmosphère, on est à 420 de carbone dans cette salle. Une salle qui a été construite il y a à peine 3 ans. Et on m'a confirmé tout à l'heure que la ventilation fonctionne.
elle fonctionne tellement bien qu'on est normalement obligé d'évacuer la salle avec cette quantité de carbone dans l'atmosphère. Donc voilà, les usages, c'est aussi nous qui devons les piloter, parce que je suppose que si on avait indiqué qu'il faut être en dessous de 1000, la ventilation ne serait pas exactement la même. Lydia, une conclusion maintenant, on a surtout envie d'entendre Next Step. Comment on fait pour la suite? Si on a envie de s'impliquer, on a Capté l'écho qui est disponible pour piloter un groupe de travail en Pays de la Loire. La suite. Alors la suite, eh bien effectivement... si tu veux bien mettre le micro sur le menton pour qu'on t'entende. Donc vous l'avez compris, hein, la sensibilisation c'est quelque chose d'essentiel. Au niveau de la SBA, on fonctionne avec des groupes de travail. Ces groupes de travail réunissent des experts, bien entendu, qui vous feront profiter de leurs connaissances, de leur savoir-faire. Mais aussi, ces groupes de travail servent à se sensibiliser. Donc on vous invite à adhérer à la SBA. C'est une adhésion qui peut se faire en ligne. Vous allez sur notre site et vous pourrez le faire au niveau régional, au niveau national. Si vous êtes adhérent au niveau national, vous pourrez bien entendu bénéficier de cette adhésion régionale. Cette sensibilisation, ça peut aussi passer par des modules de formation qu'on dispense à la SBA. C'est des modules d'une journée en général, que ce soit sur du smart building, du smart home, mais aussi de l'IA pour le bâti ou de l'interopérabilité des systèmes. Je voulais rebondir quand on a parlé d'autoconsommation sur certaines valeurs fondamentales de la SBA. Donc cette neutralité technologique, quand vous allez participer à des groupes de travail, vous allez avoir des entreprises qui sont concurrentes et pour autant on ne va pas valoriser une solution plutôt qu'une autre. On a parlé de l'ouverture, de l'interopérabilité des systèmes. Ce sont des valeurs clés au niveau de la SBA. On est conscient qu'aujourd'hui, technologiquement, il y a une marge de progression qui reste à franchir, mais on tend vers ce souhait d'interopérabilité et d'ouverture. Voilà, et on a aussi Urban Practice autour de la table, donc des nouveaux métiers ou des métiers qui existent depuis relativement peu de temps. L'AMO Smart qui vous accompagne. On va avoir au niveau de la Smart Buildings Alliance un groupe de travail dédié au Digital Advisory qui va être lancé le 26 avec une table ronde où il y aura des promoteurs, des property managers qui feront un retour d'expérience et par la suite, les membres de la SBA pourront participer à ce groupe de travail. Donc on a cette méthodologie, le R2S, Ready to Service, qui est une espèce de méthodologie géante pour mettre en place un smart building et qui vous permet de vous accompagner dans cette aventure du smart. Donc voilà. Ravi de vous avoir aujourd'hui parmi nous et longue vie à la SBA Pays de la Loire. Merci Lydia. Donc simplement pour vous informer qu'un groupe de travail, ça n'a de sens que si on est nombreux autour de la table. Donc on vous invitera très prochainement, donc vous recevrez un mail avec la définition de la première réunion du groupe de travail. Pour aller dans le sens effectivement de la démocratisation du smart building. Le sujet du groupe de travail, il y a une thématique ou quelque chose que vous avez retenu? Alors je vois que tu as très bien écouté. Tu veux que je sois franc, parce que j'ai noté et je me suis dit, je suis pas sûr que tout le monde, parce que c'est les usages des labels et des smart building en vue de la sobriété. C'est ça. C'est effectivement l'usage du label et du smart building pour répondre aux enjeux réglementaires, normatifs et de sobriété. Ça, c'est la thématique officielle du groupe de travail. Voilà. Très bien. Vous pouvez poursuivre les échanges et merci à toutes et à tous et à bientôt.